Moi, je trouve ça tellement passionnant, en fait, parce qu'à chaque fois, j'y vois un bénéfice. Donc, chaque effort que je vais fournir derrière, c'est un effort qui va me servir, qui va m'être utile. Donc, puis même, je trouve ça tellement jouissif, en fait, à la fin, de me dire, plus personne n'a de pression sur moi, en fait. Enfin, moi, je me laisse plus impressionner. Et si demain, il arrive une catastrophe, je sais que moi, j'ai de quoi être sereine, même si, bien sûr, comme tout le monde, je vais trimer, mais je vais être sereine parce que je sais que j'ai pris mes dispositions. Et ça, je pense qu'à partir du moment où on en prend conscience, mais rien que dans la tête, ça fait un bien fou. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette émission Nexus spéciale Solutions. Aujourd'hui, on va recevoir Céline et Voynich. Céline qui a produit une revue formidable qui compile un maximum de solutions. On va en parler en détail. Et je suis accompagné de Romain aujourd'hui. On a plein de questions à poser. Romain qui m'avait toujours dit il faut qu'on fasse des solutions à Nexus. Donc c'est l'occasion de parler d'autre chose que des scandales politiques. Exact. Avant ça, je voulais juste vous inviter, si vous le pouvez, à nous soutenir. C'est grâce à nos lecteurs Nexus et sans pub et sans subvention qu'on peut exister et vous proposer des contenus en accès libre comme celui-là. Bonjour Céline, bonjour Voynich. Bonjour Marc, bonjour Romain. Bonjour. Salut. Merci d'avoir accepté cette invitation. Moi on a découvert avec Romain cette revue que tu sors Farandole. depuis plusieurs années gratuitement en numérique sur lesenfantsphare.fr. On mettra le lien dans la description et que les gens aussi peuvent se procurer en papier et que tu réalises pour proposer, exposer des solutions. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus pourquoi tu as réalisé ce projet et qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, comment c'est né? Il y a 3 ans, en fait, j'ai découvert... je me suis impliquée moi-même au sein d'un collectif qui prétendait un petit peu vouloir changer le monde. Hein. C'est un petit peu tout ce qu'on voit en ce moment. Alors bon, sans vouloir avoir la prétention de vouloir changer le monde, le but, c'est de se dire qu'il y a des choses qui existent et des réseaux qui se montent, des mouvements, des regroupements d'êtres humains un peu partout. Et en fait, au travers de ce collectif, je suis venue à en découvrir qu'il en existait d'autres. Et je me suis dit, waouh, c'est sympa en fait. Il y a des collectifs sur les enfants, il y a des collectifs sur la résilience alimentaire, il y a des collectifs sur la santé. Et puis, de fil en aiguille, à force de découvrir des collectifs, on a avancé. Puis on a fini par découvrir qu'il y avait des gens aussi qui avaient proposé des choses, des outils, des initiatives locales, des fois des choses qui sont beaucoup plus générales en fait, qui peuvent être utilisées au niveau même international des fois. Et en fait, assez rapidement, au sein de mon collectif, après on a fini par changer. Parce qu'au départ, il s'appelait pas le Farandole, il s'appelait le Journal des surfeurs. Pendant 2 mois. Et puis, on a fini par quitter ce collectif pour se vouer à tout le monde, en fait. On a vraiment eu envie d'avancer et de mettre en avant et en lumière tout ce qu'on voyait. Et la lumière du phare, en fait. C'est comme ça que sont nés les enfants phares que je représente, la petite association des enfants phares. Et donc, du coup, on a créé le Farandole, qui est un jeu de mots entre le phare, qui met la lumière, la farandole, qui est une danse joyeuse dans laquelle on se tient tous la main, tous ensemble, et on avance tous ensemble. Donc, c'est un petit peu le but de ça. Et puis le dol, ça c'est Voynich qui en parlera tout à l'heure, ça sera plus son truc. Donc grosso modo, chaque mois, alors au début on faisait un petit peu, on montrait tout ce qu'on voyait, on faisait des articles un petit peu en fourre-tout on va dire, et là depuis septembre 2023 maintenant, on s'est attelé à faire un numéro, un thème. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a 2 thèmes qui sont ici. Donc, on a le thème de la santé, dans lequel on a abordé plusieurs choses. Hein. Dans celui-ci, on a parlé d'un dispensaire qui s'est créé pendant la période Covid pour tous ceux qui ne pouvaient pas accéder aux soins, parce qu'avec les QR codes et tout ça, il y avait beaucoup de gens qui ont été discriminés, malheureusement. Donc, du coup, il y a des gens qui se sont organisés en dispensaire, des thérapeutes qui ont formé des dispensaires pour aider à ces gens-là à se faire soigner quand même, à se faire accompagner. Et puis, là, on a un thème sur... Ah oui, donc, dans celui-là, pardon, il y avait aussi la maison de santé intégrative. Donc, comment des thérapeutes conventionnés et non conventionnés peuvent agir ensemble et créer dans un même lieu un accompagnement complet des patients. Donc c'est vraiment super intéressant. Là, c'est des exemples locaux. Il y en a un qui est dans le 34, il y en a un qui est dans le 62, mais on peut avoir la même chose qui est reproductible ailleurs. Je sais que la maison de santé intégrative, il y en a une qui s'est créée, si je dis pas de bêtises, du côté de Toulouse, Pau, dans ces eaux-là. Donc en Occitanie, il y a aussi des choses qui bougent là-bas. Après, on a parlé d'initiatives beaucoup plus générales, hein, comme Holytime, la plateforme de santé, comme Régénère. Il y a pas mal de choses qui ont été abordées. Et puis, des exemples un peu plus anciens, comme la médecine pour le peuple, qui avait été mis en place, je crois, en Belgique. C'est un mouvement populaire qui avait eu lieu en Belgique dans les années 70. Et ça, c'est Jean-Yves, notre doyen, qui aime bien trouver des exemples anciens pour montrer ce qu'on a été capable de faire. Alors, même si ça n'a pas abouti, ou il y a eu des choses qui font que ça a été tué dans l'œuf, mais il y a quand même eu des mouvements qui sont nés.
et ce qu'on est capable de faire, nous, ensemble, quand on s'unit, en fait, quand on s'unit et qu'on va dans un même sens. Donc voilà, ça, c'était la santé. Il y a celui sur la souveraineté. Donc la souveraineté, il y a Voynich qui est là, juste ici, qui fait partie de ceux qu'on a interviewés. Il y a également Guylaine Langto, que certains connaîtront, qui est très connue au niveau du Québec. En la francophonie, de manière générale, au niveau émancipation, c'est quelqu'un de très connu. Voilà, on a vraiment régulièrement, on met en avant des initiatives ou des gens qui ont lancé des initiatives ou des gens qui ont des choses à proposer, notamment des états d'esprit qui permettent de s'émanciper. Et quand on parle d'émancipation, on parle vraiment de manière générale, comment ne plus dépendre du système, comment ne plus l'alimenter, comment ne plus le subir, en fait. Donc c'est même, en fait, être indépendant par rapport aux autres associations subventionnées, qui sont souvent subventionnées dans un certain but. Là, c'est vraiment de l'autonomie complète. Exactement. Devenir autonome à bien des égards, en fait, parce que l'autonomie, on pense souvent à la nourriture, mais il n'y a pas que ça, même si c'est un pan quand même important, parce que si on est capable de se nourrir le jour où on veut nous couper les vivres, au moins on est capable de dire non, je ne suis pas d'accord. Donc comment ne plus consentir, en fait, à participer à un système qui ne nous correspond pas. On est quand même dans un système qui est plutôt mauvais pour bien des aspects de notre santé. Et en fait, quand je dis santé, c'est santé mentale aussi. On n'est pas bien, on le voit bien, la dépression chronique qu'il y a partout. Et là, comment faire pour ne plus en dépendre et ne plus subir ? Et en fait, il y a tellement d'exemples qui existent dans tous les domaines. Et donc, dans le Farandole, chaque mois, on prend un domaine. Donc là, on vient de sortir un numéro sur l'eau qu'on n'a pas encore imprimé, qui vient juste de sortir à la fin de l'année. On a un numéro sur la souveraineté monétaire qui arrive là au mois de janvier, normalement. Janvier, février au plus tard. Alors l'eau, c'est comment ça fonctionne, par exemple ? Quelle solution on peut avoir sur l'eau, par exemple ? L'eau, alors les solutions, on a parlé pas mal de filtration, de système de redynamisation, ce genre de choses. La conscience de l'eau, elle a été abordée. Moi, j'ai pas trop participé au numéro sur l'eau parce que j'avais pas forcément beaucoup de choses à donner, mais on a interviewé des gens qui ont des organismes, des entreprises là-dessus. Il y a Réseau Pro, Réseau d'être, il y a pas mal de choses. Donc oui, grosso modo, c'est comment faire en sorte d'avoir un accès à l'eau qui ne soit pas juste de l'eau potable. Parce que bon, l'eau potable, c'est pas, c'est pas extraordinaire, mais c'est vrai, quand on dit quelque chose qui est potable, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Donc comment faire en sorte pour que l'eau, qui fait quand même partie de toute la vie, en fait, tout ce qui est vivant, il y a de l'eau, en fait. On vit dans un monde d'eau. Donc comment faire en sorte d'avoir un bon accès à l'eau et comment faire en sorte aussi de comprendre que l'eau est importante pour nous. Et oui, donc c'est tout un état d'esprit qu'on a donné dans notre numéro sur l'eau. Donc voilà. Ok, ouais. Donc il y a vraiment de tout type. En fait, c'est souvent des ateliers pour arriver à comprendre, être plus indépendant sur. Ou alors on montre ce que les gens ont monté comme entreprise. Exactement, voilà, c'est ça. Donc Voynich est plus sur le numérique. L'émancipation, il n'y a pas que ça. Administrativo-juridique. Alors déjà, pourquoi le DOL ? Oui, on peut y revenir. Pourquoi le DOL ? Le DOL, c'est tout simplement un vice de consentement. Ok. Et nous sommes victimes de DOL dès la naissance. Certains parlent de ce qu'on appelle fraude du non légal. C'est pas quelque chose que j'aime trop aborder, ce terme précis, parce qu'il y a un petit peu à boire et à manger. Oui, c'est un mouvement qui est assez connu, qui se répand. Justement, c'est très bien que tu le dises, parce que justement, c'est pas un mouvement. Et la problématique de traiter ça par ce nom-là, c'est-à-dire qu'on est très vite associé à un mouvement sectaire. Chose qu'on souhaite éviter. C'est ce qu'ils veulent essayer de nous faire croire. Exactement. Les autorités, en montrant c'est plus facile de nous parquer dans quelque chose fourre-tout, sectaire, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi, et pour nous discréditer. Donc l'idée, c'est d'expliquer quelque chose qui est important, donc le dol que l'on a subi via l'acte de naissance. On pourrait plutôt parler d'escroquerie à l'acte de naissance plutôt que de fraude au non légal, parce qu'on a fraudé sur notre nom de famille. Voilà. Bon, on peut en parler ça des heures. Ce serait une émission à part entière, c'est vrai qu'on en a parlé. Exactement. Hors caméra, c'est passionnant et c'est vaste. C'est très vaste. Pour toi, effectivement, toute la base légale, constitutionnelle de notre pays est complètement frauduleuse, d'après tes recherches et ton approche. Selon moi, il n'y a pas de légalité et il n'y a pas non plus de légitimité du système. Partant de là, sur quoi on se repose ? Il y a tout un cheminement de questions à se poser. Ok, on ne peut ne pas être en accord avec ce système, mais est-ce qu'on abandonne tout ? Comme la plupart des souverains, ceux qui se proclament souverains, ont tendance à balayer d'un revers de main ce principe de citoyenneté, etc. Bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Bon, j'ai une approche un petit peu plus pragmatique et je vise plus l'efficacité. On ne va pas se tirer une balle dans le pied à faire des choses qui peuvent nous mettre en défaut. Donc c'est vraiment une réflexion à avoir sur son état d'esprit, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on boycotte, comment on s'y prend pour stratégiquement arriver à nos fins. Pour gagner tout simplement plus de liberté, parce que c'est le principe de l'émancipation, c'est ça, c'est de se libérer d'une tutelle. Et donc toi tu fais des ateliers d'émancipation, justement, c'est ça ? C'est comme ça que vous êtes venu... J'enseigne l'émancipation sur le domaine administrativo-juridique
numérique, aussi la santé. Je pense que la santé, c'est suffisamment traité déjà. Et on est très peu finalement à parler des réelles règles du système. Qui ne connaît pas les règles du jeu est victime du jeu. Et c'est vrai qu'on a tendance à plus être victime qu'autre chose. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas notre société. On ne connaît pas les codes, on ne connaît pas les règles, on ne connaît pas les lois. On n'est même pas au courant de notre propre légitimité à exister sur Terre en tant qu'être libre. Et non pas forcément en tant que citoyen. On fait une chronique de droit ici, peu de gens connaissent leurs propres droits sur divers domaines. Exactement. Ça, c'est problématique. Comment on peut défendre ses droits si on ne les connaît pas ? Qui ne connaît pas ses droits n'en a aucun. Et puis on ne l'apprend pas à l'école, donc on doit le découvrir par nous-mêmes. Effectivement. Mais si on ne l'apprend pas à l'école, c'est tout simplement parce que sinon, le piège ne pourrait pas se refermer sur nous. Donc ce qui est génial, c'est que toi, Céline, tu mets dans ton magazine et dans tes collectifs, tes associations, c'est pas qu'un collectif, c'est une asso, tu mets justement les gens en lien comme ça, les gens positifs, entrepreneurs. Alors il y a plusieurs choses qui sont faites avec les enfants phares. Alors c'est sûr qu'il y a tout ce journal où on essaye de le montrer en fait, pour que les gens aient accès gratuitement. Alors, comme tu disais tout à l'heure, c'est gratuit. Les versions numériques, elle restera toujours accessible parce que notre objectif, c'est que les gens aient accès au contenu du journal. Bon, voilà. Après, la partie imprimée, elle est destinée à ceux qui préfèrent l'avoir en version papier. On nous l'a souvent remonté, ce qui est légitime. Parce que ceux qui veulent te soutenir, vous soutenir, peuvent en s'abonnant, où tu as une centaine d'abonnés. C'est ça, c'est ça. Qui te permettent aussi de faire face aux frais. C'est ça, les frais. Alors il y a deux. Alors on va l'aborder parce que de toute façon, ça fait partie des choses dont on est fier. On est le premier journal qui est produit en June en monnaie libre. Vous en parlez, c'est incroyable. Tu as un imprimeur qui accepte la June. C'est ça. Cette monnaie. C'est ça, que je salue énormément et qui nous a offert. Pour moi, c'est un beau cadeau de permettre ça. Alors, il le fait pas qu'à nous, en fait, il le fait pour que les gens aient accès, pour tous les junistes et tous ceux qui le souhaitent puissent avoir accès aux solutions, parce qu'il a vu ce qu'on faisait et ça lui a plu, quoi. Et d'une part, et puis de deux, c'est aussi pour essayer de faire connaître davantage la June, la monnaie libre, pour que les gens s'y mettent un peu plus. Parce que plus on sera nombreux à utiliser la June, et plus on pourra mettre en place des systèmes parallèles où on s'organise entre nous, en fait. Qu'est-ce que la June, rapidement? Alors, c'est une crypto-monnaie qui n'est pas indexée sur l'euro, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin ni d'investir en euros, ni de la comparer à l'euro pour avancer, en fait. Là, demain, n'importe qui peut créer un compte June, donc c'est une crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie numérique. Il faut aller quand même avoir un Internet et avoir un smartphone, même s'ils sont en train de développer des chèques. Hein, on peut faire des chèques, mais il faudra quand même avoir un compte de base. De base. Mais grosso modo, on peut très bien, si on n'a pas envie de prendre son téléphone sur un G-marché, parce qu'il existe des G-marchés, c'est comme des marchés aux puces, en fait, où chacun vient vendre ce qu'il a envie de vendre, ou un marché de Noël. Pour les possesseurs de June. C'est ça. Et alors, il y en a des fois qui font les deux, euro et June, selon ce qu'on préfère. Mais grosso modo, on peut tout acheter en June dessus. J'ai vu un ami à moi, récemment, sur un G-marché, qui vend des ordinateurs. Il retape des ordinateurs, il les revend en June. Il y a combien d'utilisateurs de June à peu Je crois près? que c'est 17 000. Si je dis pas de bêtises. 17 000. C'est énorme, en France. Pour l'instant, ouais. Et c'est créé en 2017, mais ça a eu un essor vraiment à partir de 2020-2021, quoi. À partir du moment où il y a eu des Parce que c'est pas une crypto pour spéculer, où on peut gagner de l'argent comme le Bitcoin. Elle bouge pas, elle est stable, et elle est vraiment... c'est du troc entre êtres humains, en fait. Du troc d'argent, mais d'une monnaie qu'on a créée nous-mêmes. Et qui est open source, qui est... Enfin, toi, tu me diras mieux. Hein, et qui n'est pas transitée par... elle est décentralisée. Voilà. Non, c'est open source. Non, c'est peut-être open source. Elle est décentralisée, pardon, c'est moi qui me suis trompée. Mais elle est décentralisée. Oui, je m'en suis rendu compte au moment de le dire. Ouais, c'est ça. Mais bon, il y a beaucoup de codeurs qui sont dessus et qui aident quand même le projet. Il faut savoir que ce qui est intéressant avec la monnaie libre, la June, c'est qu'il n'y a pas que l'application June en soi. Il y a énormément d'applications qui sont développées à côté. On a un Airbnb June, on a un Vinted June, on a un G-Change qui est le bon coin de June. On a les pages June. Enfin bon, il y a vraiment énormément de choses. Il y a un écosystème qui remplace qu'on connaît tous, Airbnb, le bon un coin, site qui s'appelle Éconolibre qui propose énormément de choses. Il y a même des écoles qui proposent de faire des accompagnements d'enfants en June, etc. Enfin bon, il y a énormément de choses qui se développent autour. On va faire le numéro qui va sortir au mois de janvier, on en parle énormément parce qu'on a Émilie qui a témoigné pour nous, qui elle a mis en place au niveau local énormément de choses. Elle a réussi jusqu'à démarcher un commerçant du coin, un Biocop, qui accepte de vendre ses paniers d'invendus en June. C'est-à-dire qu'en fait, il fait des paniers et tous les junistes viennent et participent. Et puis, si ça se développe petit à petit, peut-être qu'il pourra faire ça, un c'est peu des plus, solutions qui sont bonnes à développer et qui apparemment déjà trouvent Par contre, ça demande un petit peu d'organisation parce que forcément, au niveau local, des fois, on arrive, il n'y a rien près de chez soi. Mais il faut savoir que les communautés de junistes sont vraiment très sympathiques et sont prêtes à se déplacer d'une région à une autre
ou du moins d'un département à l'autre, pour aller aider. Moi, je suis allée il y a pas longtemps à un G-Marché dans le 76, c'était la première fois qu'il avait lieu dans ce coin-là. C'est des gens qui venaient de plusieurs coins de Normandie pour venir faire ce G-Marché, pour montrer, pour donner envie à ceux qui sont là de le faire aussi. Et petit à petit, instaurer une dynamique. Tu sais ce qu'il faudrait faire là-dessus, en fait, c'est juste mettre des labels aussi pour ceux qui ont des commerces, de mettre on prend la June, on accepte la June. Ce serait une base, parce que comme ça, les gens vont se dire, ah mais c'est quoi la June? Qu'est-ce que ça veut dire ce réseau-là? Exactement. Les gens vont... Alors, je rebondis parce que tu parles de la June, mais il y a aussi d'autres manières de commercer comme ça. Il y a le Monero avec le collectif. Voilà. Aussi, moi, je parle du Monero parce que j'ai le collectif Sortie de Banque avec lesquels on est en lien, qu'on va mettre en avant aussi dans notre journal le prochain. Là. Le collectif Sortie de Banque a mis en place ils sont en train de démarcher beaucoup de commerçants un peu partout en France pour mettre en place une épicerie en ligne sur laquelle on peut commander à tel ou tel commerçant. Alors, pour tout ce qui est produit, bien sûr, pas trop frais, parce que les produits frais, ça va être plus compliqué de les envoyer par la poste, mais on peut passer commande et utiliser la crypto-monnaie Monero. Donc, le but, c'est d'utiliser des cryptos pour payer de manière... Alors, en plus... Monero, c'est autre chose. C'est une autre crypto. C'est une autre crypto qui a un effet. C'est pas franco-français, c'est... Alors, j'avoue, je connais pas l'origine, je vais pas dire de bêtises. L'expert en parce que moi, alors déjà, il faut préciser que pour les junistes, de dire que la June, c'est pas vraiment une crypto. Parce qu'ils vont faire une attaque si on dit ça comme ça. Ils aiment pas trop ça. Oui, parce que c'est pas indexé sur le dollar. Ça se vend pas à la June normalement. Et on spécule pas dessus. On spécule pas dessus. Le Monero, précisons que c'est une crypto-monnaie, une blockchain à part entière, extrêmement résiliente, qui a été attaquée, mais elle est attaquée par les gouvernements parce qu'elle est anonyme. Et c'est ce qui fait toute la puissance du truc, c'est qu'on peut faire... En fait, ce que je dis du Monero, c'est tout simplement l'argent liquide de notre ère. Okay. C'est-à-dire que si demain on a peur que l'argent liquide disparaisse, on aura toujours cette possibilité d'échanger entre nous de manière assez simple, privée. Voilà. Parce que les autres échanges crypto sont traçables. Ils sont pseudonymes. C'est-à-dire que c'est pas anonyme, c'est sous pseudo, mais d'une quelconque manière, si on en a la puissance, on peut remonter à la source. Pas avec le Monero. Pas avec le Monero, non. Et la June, pareil, c'est pas traçable, c'est un peu... Ou si. Est-ce qu'il faut, par exemple... Non, alors c'est anonyme, ça dépend ce qu'on Comment on renseigne. fait, nous, si on veut avoir une... Il n'y a pas de KYC en June, aux dernières nouvelles en tout cas. Qu'est-ce que c'est ça, les KYC? Know your customer. Know your customer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se renseigne, qu'on ouvre un compte dans une banque ou quoi, on donne sa carte d'identité, on se fait scanner son visage ou d'autres procédés de ce type-là. En gros, on donne notre identité. Donc à chaque fois qu'on manipule des euros, c'est la réglementation, on est censé, les banques doivent savoir qui sont leurs clients, pour pas qu'il y ait d'abus, soi-disant. Donc voilà. Et là, tu dis, c'est pas le cas avec la June. Ah non. On peut créer un compte. Moi, j'ai même 2 comptes, June. J'en ai un compte certifié et un compte portefeuille, on appelle ça. On peut avoir un compte qui sert juste à faire les achats et un compte qui est certifié. Alors la certification, c'est encore autre chose. Et on peut acheter de la June, si on veut, nous, par exemple. Non, ça ne s'achète pas. Il n'y a pas de lien avec l'euro. Comment on fait, nous, si on veut acheter des choses? Si demain, tu veux avoir June. de la June, déjà, le but, c'est que toi, tu t'investisses dans le réseau de la June, donc tu commences à vendre tes services ou tes choses en June. Donc, à partir du moment où tu vas commencer à vendre des choses en June, tu vas récolter de la June. Voilà. Et il y a donc là, on parlait de la certification, ça c'est le stade entre guillemets ultime des junistes. Mais au bout d'un moment, si tu as fait plusieurs G-marchés ou même des fois un seul, et que tu rencontres du monde, à partir du moment où tu as 5 certifications, donc 5 junistes qui peuvent déclarer que tu es bien un être humain, que tu es bien quelqu'un de vrai et qui va vraiment, ils vont te certifier. Et à partir du moment où tu es certifié 5 fois, tu deviens toi-même certificateur. On peut faire certifier les autres et tu récoltes à partir de ce moment-là un revenu universel. Et donc, tu vas être créateur de monnaie et tu vas recevoir de la June. Ce qui fait que les communautés de junistes sont assez généreuses puisqu'elles reçoivent de l'argent régulièrement et donc du coup elles n'hésitent pas à aider à financer. Nous on a reçu, il faut savoir que pour monter le farandole on nous a fait une cagnotte et on a reçu beaucoup de dons qui nous ont permis de lancer les premières impressions et c'est d'ailleurs un grand merci à tous les junistes qui ont participé à ça parce que ça nous a permis de lancer les toutes premières impressions de nos journaux pour les faire connaître, etc. quoi. Donc il y a une très belle communauté derrière. C'est une des solutions pour s'émanciper au niveau monétaire. Beaucoup d'autres en fait. Ah oui, c'est une des solutions. Toi, Voynich, tu as aussi d'autres approches sur l'aspect débancarisation, sortir le maximum du monopole des banques. Si on n'est pas en accord avec une société, à ce moment-là, il faut s'en désolidariser d'une certaine manière, s'en protéger, parce qu'on est dans un système qui est illégal et illégitime, c'est un fait. Mais ils utilisent aussi la coercition pour nous forcer par dol à accepter des choses qui sont inacceptables. Donc à partir du moment où on décide de ne pas consentir à ce jeu-là, il faut trouver des alternatives. Et je pense que le numérique, justement, la technologie, peut nous permettre d'ouvrir des portes vers l'émancipation. Qu'est-ce qui est le plus inacceptable pour toi dans la société? Quelqu'un là qui aurait confiance justement dans les banques et dans l'État, qu'est-ce que tu lui dirais justement pour le convaincre de venir?
Quelqu'un qui aurait confiance dans les banques. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Qu'il se fait tromper par les banques. Les banques pratiquent le dol de la même manière que le gouvernement le pratique. On se fait tromper. En fait, on n'est pas propriétaire de nos comptes en banque. Certains s'offusquent du fait d'aller dans un distributeur et de ne pas pouvoir retirer 10 000 euros. Il faut montrer patte blanche, il faut signer des papiers, il faut demander la permission, des fois il faut se mettre à genoux. Le truc, c'est qu'en fait, on est titulaire de nos comptes en banque, on n'est pas propriétaire. Mais ce que j'explique au-delà de tout ça, c'est qu'en fait, on est propriétaire de rien du tout. Mais c'est ça le point fondamental que les gens doivent comprendre. Les gens se prétendent propriétaires, mais un exemple tout bête. Certains sont propriétaires de leur maison, et pourtant ils payent une taxe foncière. C'est quoi le délire? Ils payent une location de terre, mais on n'est pas propriétaire. Ça veut rien dire, ça. Et voilà, ça fait partie des choses où il faut se poser des questions. Bien entendu, quand on parle d'impôts et de taxes, il faut aussi parler de où va cet argent, dans quel type d'organisme, etc. J'ai déjà parlé de sociétés privées, d'État français qui n'est pas un pays souverain, mais une société privée, et tout ce que ça engendre. Est-ce que ça va dans les comptes offshore des présidents de la Commission européenne? C'est une bonne question. Ça circule par les États-Unis, on est tous enregistrés aux États-Unis, c'est comme si nous étions finalement américains sur sol français. C'est intéressant parce qu'au début, quand je t'ai posé la question, t'as mis du temps à réagir, t'as bloqué. Mais en fait, la plupart, quand même, la majorité des gens aujourd'hui ont encore confiance dans les banques, font transiter leur argent, payent en carte bleue, font transiter leur argent via les banques. Donc il y a encore cette confiance-là. Et ce qui est intéressant, c'est de leur dire, c'est d'arriver à toucher ces gens-là pour ensuite qu'ils viennent lire Farandole et découvrir tout ce nouveau monde. C'est une confiance qui est liée à la méconnaissance aussi. Parce qu'on n'a pas forcément... moi, je parle en connaissance de cause, parce qu'il y a encore quelques années de ça, je faisais confiance aveuglément. Pour moi, c'était par la banque qu'il fallait passer pour avoir accès à telle ou telle chose. Parce qu'on nous apprend... déjà que ça, en fait, on nous a jamais appris qu'on pouvait faire autrement. Et ça, si on le sait pas. C'est pour ça que je posais la question. Et là, d'une part. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas idée de tout ce qui se passe derrière. En fait, je sais plus lequel qui avait dit, je sais plus, bon, je vais pas dire de bêtises, mais qui disait que si on comprenait le système bancaire, les gens ils créeraient un scandale et ils arrêteraient tout de suite. En révolution de matin. Voilà, c'est ça. Ouais. Et bon, je connais moins bien, mais je connais la phrase. C'était il y a un siècle. Hein. Et en fait, c'est tout bête, mais c'est des choses comme ça. En fait, on n'a pas on n'a pas la connaissance qui nous permet de comprendre vraiment dans le monde dans lequel on est. Et ça, c'est tout un cheminement qui est personnel, qui demande beaucoup de temps à passer, plus ou moins selon les circonstances. Mais voilà, une fois qu'on a compris qu'on s'est fait avoir, que ce soit dans ce domaine-là ou dans les autres, qu'est-ce qu'on fait grosso modo? Et c'est là justement où nous, on essaye d'apporter des pistes de qu'est-ce qu'on peut faire. Et je ne dis pas qu'est-ce qu'on doit faire, parce que le but, c'est pas de dire tu dois faire ça, 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 ça. Non, c'est qu'est-ce que tu as à t'apporter, qu'est-ce que tu as à ta disposition pour pouvoir agir, toi, à ta portée. Et, vous ouvrez des portes, mais vous les poussez pas dedans. On les montre. On les montre, les portes. On les montre, elles sont là, elles sont ouvertes. Maintenant, à vous d'emprunter celle qui vous correspond le mieux, parce qu'on est tous différents, on a tous des besoins différents. Et j'ai toujours tendance à dire que si demain, chaque foyer, à sa hauteur, s'occupe de sa propre autonomie, sa propre émancipation, rien que pour lui, en fait, si on est tous capables de faire ça pour soi, bon, et d'aider un peu le voisin s'il faut, mais au moins déjà pour soi, demain, s'il nous impose des choses qu'on n'a pas envie de voir, on peut dire non collectivement. Et cette émancipation collective, elle a un pouvoir très puissant. D'ailleurs, justement, parce que ça m'a fait marrer que tu bugs sur la question tout à l'heure, mais pour rejoindre ce que dit Céline là, c'est vrai qu'il y en a peu de gens étaient au courant. Ils avaient fait passer un projet de loi pour aller prendre dans les livrets A jusqu'à 500 € par citoyen, enfin par adhérent aux banques, pour justement subvenir aux besoins de l'Ukraine dans la guerre Russie-Ukraine. Vous étiez au courant ou pas? Voilà, ça, c'est un truc, par exemple. C'est un truc justement sur lequel, là, pour vous rejoindre là-dessus, oui, ça peut être intéressant d'être indépendant face aux banques, quoi. Oui, mais de toute façon, il y a pléthore de raisons d'être indépendant au niveau bancaire. Ah oui, mais tu dis ça aujourd'hui, mais il y a peu de gens qui passent le pas. Tu vois, c'est-à-dire que même on montre les banques, mais même les gens, même nous ici dans l'équipe, tout le monde n'est pas extrêmement autonome de manière alimentaire, on n'est pas dans des coopératives, on n'est pas autonome sur nos banques, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est la vraie question, c'est à la limite, comment est-ce qu'on fait pour faire passer les gens, pour convaincre les gens de vouloir faire se prendre la tête finalement. Est-ce que toi, tu considères que tu te prends la tête, ou comment tu l'expliqueras à quelqu'un? Non, parce que moi, je trouve ça tellement passionnant en fait, parce qu'à chaque fois, j'y vois un bénéfice. Donc chaque effort que je vais fournir derrière, c'est un effort qui va me servir
servir, qui va m'être utile. Donc, puis même, je trouve ça tellement jouissif, en fait, à la fin de me dire, plus personne n'a de pression sur moi, en fait. Enfin, moi, je me laisse plus impressionner. Et si demain, il arrive une catastrophe, je sais que moi, j'ai de quoi être sereine, même si, bien sûr, comme tout le monde, je vais trimer, mais je vais être sereine parce que je sais que j'ai pris mes dispositions. Et ça, je pense que à partir du moment où on en prend conscience, mais rien que dans la tête, ça fait un bien fou. C'est la vraie liberté. Ah, mais pour moi, c'est la liberté, c'est déjà de prendre conscience de ce qu'on est capable de faire soi-même. Après, bien sûr que ça va représenter un peu d'effort, ne serait-ce que par déjà comprendre. Parce que apprendre, comprendre, c'est la connaissance, c'est important. Hein. Si on n'a pas la connaissance, on n'y arrive pas. Ça part de là. C'est indispensable. Mais et bien sûr que ça va être compliqué. Quand on parle de débancarisation, c'est un domaine, et j'en parle en connaissance de cause, je t'en parlais tout à l'heure. La débancarisation, moi, tout ce qui touche à l'argent, franchement, ça me saoule. Donc j'avoue que c'est pas un motif, je l'ai déjà dit aussi, c'est pas un truc qui m'attire. Et quand je vois certaines solutions, voilà. Quand on m'a parlé de crypto au début, pas envie. Et puis je me suis penchée. Je me suis penchée parce que je dis, déjà, pour écrire dessus, il faut que je comprenne. Et puis même, ça m'intéresse de savoir ce que j'ai à disposition. Et j'ai compris certaines choses. Alors forcément, quand on est un peu technophobe, on a un peu de mal avec ça. Mais quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, et quand on commence à comprendre à quel point ça peut nous être utile. Alors ça peut nous être utile, certes, pour mettre nos actifs, nos biens en sécurité, déjà, dans un premier temps. Mais ça peut nous être utile aussi, éventuellement, pour jouer avec le système. C'est-à-dire que le but n'est pas de tourner le dos complètement et de sortir du système. Si on sort trop du système, on va se couper de tout ce qui peut être bénéfique aussi pour nous. Enfin, il y a des choses aussi, on peut pas tout renoncer. Puis personne n'a envie de renoncer à tout. On n'est pas dans ce sens-là. Par contre, on peut surfer avec, faire une petite danse pour tirer le profit de ce qu'on peut tirer. Et puis, à côté, continuer à faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Je vais donner un exemple tout bête. L'argent, c'est quand même une limitante pour la majorité de nos projets. Parce que si on n'a pas l'argent pour monter nos projets, c'est compliqué. Comment on fait pour essayer de faire de l'argent, pour faire en sorte, ou du moins de récolter ce qui est nécessaire? Alors on peut faire appel à des crowdfunding, comme il y a été pour Litime, ce genre de choses, avant que ce soit quelque chose de fonctionnel qui va pouvoir être rentable, ou tout du moins, au moins s'autofinancer. Mais en attendant, on a besoin d'argent. Et grâce à la débancarisation, dès qu'on apprend un petit peu, lui, il en parlera beaucoup mieux, mais on peut apprendre un petit peu comment faire fructifier, faire en sorte, puis de participer à des projets utiles. On a un peu d'économie de côté. Tiens, plutôt que de le laisser dormir en banque où je vais gagner 2-3%, je ne sais pas combien ils en sont maintenant. Concrètement, on va les investir. On va les investir ailleurs, dans des projets utiles. Concrètement, c'est quoi les avantages? Déjà, être souverain au niveau monétaire, c'est maîtriser ses actifs. Les mettre à l'abri, très important. Ne pas subir des saisies illégales, illégitimes. Bon, ça, c'est un pan qui intéressera certains. Être souverain, c'est faire ce qu'on veut avec son argent sans aucune limite. C'est vrai qu'on est limité, je l'ai dit tout à l'heure, avec les banques. Donc ça, c'est complexe. Là, c'est vrai qu'on a des limites qui sont limites inexistantes selon les systèmes qu'on utilise. Mais ne serait-ce que l'épargne. Aujourd'hui, on a combien sur un livret A? Je ne sais même pas combien il est le livret A aujourd'hui, tellement ça ne m'intéresse plus, ce système-là. Je crois que c'est 15 000, max. Oui, alors on peut mettre 15 000 max, mais en plus, en termes de rendement annuel, on doit être allé quand c'est la fête, on est à 3%. Quand c'est vraiment des périodes fastes, ça arrive c'est moins que l'inflation. C'est déjà arrivé que ce soit à 0,75%. Et quand j'explique que le seul fait de se débancariser, c'est enlever toutes ses limites et monter à 16%, les gens ils me regardent, mais quoi, 16%? Je dis oui, encore en finance décentralisée, 16%, c'est que dalle. C'est vraiment rien du tout. Quand on maîtrise cette finance-là, c'est rien. Mais 16% déjà, c'est énorme. C'est 5 fois ce que proposent les banques. Ils nous prennent pour des truffes. Donc déjà, parce que le gap est trop grand, comme. Parce qu'en fait, ils nous ont fait croire que la finance était un truc d'expert, que machin, donc on avait le droit à 3% quand c'est jour de fête. En fait, non. Ils se gavent sur notre dos. Ils utilisent nos actifs et ils se gavent. Donc on leur laisse, on leur confie nos actifs. Ils jouent avec, ils nous refilent quelques miettes, comme le gouvernement pourrait nous refiler quelques miettes de liberté, et basta. Et nous, on accepte. Parce qu'on ne connaît pas. On n'a pas la connaissance, justement. L'idée, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi dans cette sphère-là, autant que comme quand on boursicote, aussi d'aller sur un terrain où on peut perdre, comme quand on va dans des banques traditionnelles en investissant sur des portefeuilles ou autres. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu penses que c'est moins sécurisé ou plus sécurisé que ce que les gens peuvent faire dans des banques traditionnelles quand tu parles de débancariser, de faire du 16%? C'est beaucoup plus sécure, à mon sens, et ça dépend ce qu'on fait.
ça dépend où on place, ça dépend à quel système on fait confiance. Il ne s'agit pas forcément d'un tiers de confiance qui va gérer pour nous, mais on va forcément se reposer sur un système. Là, on parle de blockchain quand on parle de crypto-monnaie, quand on parle de banque, on parle d'autre chose. Ça dépend où on va placer son argent, en fait. Ça dépend ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on veut faire de l'investissement? Est-ce qu'on veut protéger ses fonds? Et c'est vrai que l'avantage de la crypto-monnaie, c'est que c'est le seul système qui permet d'être souverain au niveau monétaire à 100%. C'est-à-dire que ces actifs, je peux les mettre sur une clé qui sera dans ma poche. Bah, venez chercher mon épargne. Faut pas perdre la clé après. Si, on peut perdre la clé, c'est pas grave. Bon, faut voir la série de a mots de passe. Il y a tout un système, pas parce qu'en fait ça marche par rapport à... L'argent n'est pas réellement stocké dans la clé. Ce qu'on stocke sur la clé, c'est autre chose. Mais... C'est ce qui valide que c'est toi le propriétaire de cette adresse. Et en fait, tout est dans la blockchain déjà partagé. On a des phrases de sécurité qui permettent de récupérer si on perd la clé. Enfin, tout est bien pensé. Mais quand tu gagnes un salaire, est-ce que tu n'es pas obligé de le mettre sur un compte en banque? Ça, tu peux le mettre directement. Oui, une entreprise, elle ne peut pas te payer en crypto. Ouais. Si elle peut, il y a des initiatives qui permettent de se faire payer en crypto. Alors, c'est un tiers, mais ça reste un tiers qui œuvre dans notre intérêt. C'est-à-dire qu'on passe par lui, ou alors on passe par une néobanque. Le projet de la débancarisation, c'est pas forcément de dire aux gens sortez tous des banques radicalement à 100%. C'est de se dire sortez au moins votre épargne et laissez le minimum dans ces structures-là. Voilà. Oui. C'est intéressant ça. C'est comme quand je parle de sortir de la matrice, on va pas sortir demain. Parce qu'il y en a qui font complètement sécession, qui disent moi je vais aller vivre dans la forêt avec ma famille, dans une yourte, faire mon potager, une éolienne, un panneau solaire et basta quoi. C'est très bien. C'est très bien, s'ils arrivent à l'assumer, s'ils sont heureux comme ça, moi j'ai rien à dire. Seulement, on ne parle pas à la majorité des gens. C'est vrai. Et juste pour résumer ce que tu as dit tout à l'heure, vous pourrez être sûr de bien avoir compris, c'est vrai que c'est intéressant dans le procédé que tu proposes, c'est qu'au lieu de mettre, par exemple, tu as 20 000 euros sur ton compte, tu en gagnes, je sais pas, 2 000 par mois, donc en fait tu vas laisser 3 000 à la banque, un truc comme ça, que ton employeur va te donner, mais en fait, au lieu d'en avoir 20 000, tu vas en sortir 17 000 que tu vas mettre dans ces économies, pas parallèles, mais dans ces banques parallèles. Oui, d'accord, ok. Là, c'est intéressant, là. D'une, tu fructifies beaucoup plus. Et t'appauvris les banques. Yes. Et t'appauvris les banques. Et voilà. Gagnant-gagnant. Hein. Et puis, il y a une dernière chose, c'est qu'il y a beaucoup de projets avec les DAO qui se mettent en place, où cet argent, quand on les organisations décentralisées autonomes, où grosso modo, on peut mettre en place, on va prendre des exemples avec les tokens, ça. Je vais en parler avec mes mots, tu me reprendras si je dis pas assez bien, mais grosso modo, moi j'essaye de vulgariser de ce que j'ai compris pour que ça soit accessible à tous. Ouais. Mais grosso modo, admettons, on va prendre un projet A. Allez, hop, on va dire ce projet, je sais pas, on va monter il y a une usine qui a envie de développer des produits sanitaires, naturels, etc., pour accessibles au plus grand nombre. Donc on va faire des produits phyto, on va faire des produits homéo, etc., etc. Et par contre, il faut des financements. J'ai choisi, par exemple, on va faire alors plutôt que de faire une cagnotte où chacun va donner de l'argent, chacun peut placer son argent dans cette entreprise-là. Donc on va mettre un certain capital de base et ils vont recevoir ce qu'on appelle des tokens, une sorte de part, on va dire, en quelque sorte, comme des actions en quelque sorte. Alors le but n'est pas forcément de détenir, mais le but c'est de recevoir derrière des dividendes de ce qui va être produit par cette entreprise derrière. Donc tout le monde est gagnant. Ceux qui sont investis sont gagnants parce qu'ils vont retrouver des parts derrière, et derrière ça aura permis à l'entreprise de démarrer ou d'aller plus haut, en tout cas de la développer. Et en fait on participe à mettre en place des projets qui sont communs. Il y en a que tu as déjà vu comme ça qui se sont financés de cette façon? Ça commence, oui, de plus en plus. Alors moi j'en connais quelques-uns personnellement. Comme quoi par exemple? J'ai la DAO de Victor avec Universalis qui se développe comme ça, mais il y en a pas mal d'autres en fait. C'est de quelle activité, pour donner un exemple? Eux, ils en ont plusieurs. Ils sont sur un projet. Alors, il y a un projet en Afrique avec des écoles pour aider les enfants là-bas, des projets pour l'eau, pour essayer de leur donner accès à de l'eau plus que potable, on va dire, filtrée, etc. Il y a aussi des projets. Ils ont une banque de miel qui se fait. Ils ont des projets avec une salle de sport qui va se monter. Il y a une école en France aussi, un collège pour les enfants. Ah oui, donc ils passent par une plateforme où ils demandent à des gens qui peuvent investir en crypto-monnaie. Il y a souvent la crypto qui est là-dedans. Et par exemple, si quelqu'un qui nous écoute veut aller trouver ce genre de projet et investir, par quelle plateforme on passe pour investir là-dedans? Alors là, en fait, je dirais qu'il y a autant de plateformes qu'il y a de projets qui se font. D'accord, il n'y a pas une plateforme Non, pour l'instant, je pense pas. Il faut lancer ça. Ça dépend. Si on lance une crypto, cette crypto peut être vendue directement sur la plateforme en question, ou elle peut être listée sur des exchanges si vraiment ça prend de l'ampleur. Parce que nous, maintenant, ça y est, la crypto, on commence à en parler, même si c'est encore très difficile aux néophytes de comprendre, mais on connaît les plateformes très centralisatrices comme Binance,
Crypto.com, Kraken et tout ça, c'est pas là-dessus qu'on va investir dans ce genre de projet, j'imagine. Pourquoi pas ? On fait qu'acheter des tokens finalement. Donc, bon, si c'est listé sur Binance, ça serait Parce énorme. Il faut se faire référencer. En fait, ça, c'est Binance, c'est une plateforme où elle va choisir les monnaies. De toute façon, si Binance a décidé que ce token ne respectait pas leur politique, comme c'est le cas de Monero, elle a délisté le Monero. D'accord. Parce qu'elle a eu des pressions, très certainement, de ceux qu'on connaît, en disant le Monero, non, il faut arrêter ce délire. Donc ils ont délisté, on ne peut plus acheter de Monero sur Binance. Il faut passer par des plateformes alternatives. Donc il y a même de l'alternative maintenant dans la crypto. Il y a l'officiel et l'alternative. Surtout, la crypto, on a tous une méconnaissance de ce que c'est, parce que les gens ont peur. On a peur du blackout, plus d'électricité. Ou des scams, des arnaques. Des scams, ou tout simplement, c'est la technologie, donc c'est l'opposition contrôlée, donc c'est l'État qui gère tout. Non, on voit que JP Morgan veut investir à fond dans certaines cryptos. Oui, eux, ils se positionnent. Ouais. Ils se positionnent parce qu'ils ont compris que le vent tourne. Donc ça rassure pas maintenant. On se disait, c'est un truc de rebelle, et finalement, peut-être que les États qui arrivent... Non, c'est encore mieux que ça. C'est-à-dire que les États ont compris qu'il fallait qu'ils misent sur le Bitcoin parce qu'ils n'avaient pas d'emprise dessus. Et qu'à un moment donné, peut-être que le vent va tourner et que tous les particuliers qui ont acheté du Bitcoin, ils auront eu raison. Et si l'État veut le suivre, il faut qu'ils s'alignent, il faut qu'ils en achètent. Qui détiennent du Bitcoin. Il faut qu'ils en détiennent le plus possible. Si demain le dollar s'effondre, sur quoi on repose ? Possiblement le Bitcoin, j'en sais rien. Mais si ça vient être le cas, ils ont tout intérêt à en détenir une grande partie. Ouais. Et ils peuvent acheter tous les stocks comme ça pour fausser le marché ? Ils peuvent acheter un maximum de stocks, oui. Tout ce qu'il y a, toutes les liquidités du marché, ils peuvent l'acheter. Et donc là, il y a déjà des milliards donnés par les banques dans les bitcoins à l'heure actuelle. Les banques ont un peu du mal à se positionner, mais c'est vrai qu'ils font un petit peu ça en catimini. Ils ont plutôt tendance à discréditer la crypto, à dire tout ça c'est du flan, ça marche pas. Mais en fait, on sait très bien qu'ils en achètent sous le manteau. Ce JP Morgan dont tu parles, si c'est vrai... C'est officiel. Alors, j'ai pas vu combien ils investissent, mais je sais que JP Morgan, c'est des milliers de milliards de dollars qui ont les moyens. Sont transités à chaque fois, chaque année. Ils ont une réserve stratégique en Bitcoin et chaque société commence déjà à faire des réserves stratégiques. Et donc j'imagine que cette réserve stratégique n'avait pas de 5 000 dollars, tu vois. Non. Ah non, c'est beaucoup plus, ouais. Ils investissent à fond. C'est passionnant en tout cas ce sujet-là. Ouais, c'est intéressant et ça permet un petit peu d'armer les citoyens, ceux qui nous écoutent, qui peut-être n'y connaissent rien et n'investiront peut-être pas, mais en tout cas de comprendre le fonctionnement pour se dire, ok, si demain l'écosystème économique dans lequel on est change radicalement, il faut savoir comment ça fonctionne, surtout que j'ai l'impression que là on va passer à l'euro numérique, les monnaies numériques d'État, banque centrale, on appelle ça les monnaies banque centrale. Tout à fait. CBDC. CBDC. Ouais. Mais c'est tout à fait ça en fait. Le truc c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont technophobes à juste titre parce qu'on sait très bien que ces outils numériques sont destinés aussi à nous mener, à nous asservir, enfin à nous ligoter entre guillemets parce que quand c'est centralisé comme ça, quand on se retrouve à devoir utiliser ça ou rien d'autre, on est embêté. Par contre, il faut savoir aussi que les outils numériques peuvent aussi être des outils émancipateurs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un double... il faut savoir un petit peu connaître ces outils-là pour savoir déjà comment s'en prémunir, c'est la première chose, pour comment toujours on revient sur ne pas subir, hein. Mais il y a aussi le fait que quand on commence à savoir les utiliser. Alors, je vais donner un exemple tout bête qu'on m'a donné. Alors, je suis désolée, je ne retrouverai plus le nom que Mathias m'a donné. Mais ce monsieur qui a... Tu l'as peut-être, toi. Qui a découvert les plans à l'époque avec Windows et tout ça qui arrivait, qui a découvert à quel point on allait centraliser tout et à quel point on allait pouvoir contrôler jusqu'au moindre faits et gestes des gens, jusque chez eux, quand ils auraient les ordinateurs chez eux. Et ce monsieur a développé petit à petit... il a inventé l'open source. Et je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est pas grave. Je l'ai vu la semaine dernière parce que je suis en train de travailler dessus en ce moment pour mon... Donc l'open source, c'est tu crées quelque chose et ensuite les gens... en laissant le code libre d'accès. Voilà, et les gens en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent le reprendre, l'améliorer, refaire la même chose ou le faire en mieux ou changer. Mais comme c'est toujours libre d'accès, il y a beaucoup moins de chances que ça bug par la suite parce que chacun va repérer un bug, il va le corriger, faire évoluer, d'une part. Et puis de deux, tout le monde a accès. Donc s'il y a des gens qui veulent tricher, ça va se voir tout de suite. Et donc voilà. Donc du coup, l'open source petit à petit a pris. Alors on peut parler de Linux pour les systèmes d'exploitation, mais on peut parler de plein de choses en fait. Et tous ces mouvements-là ont pris énormément. Ça a été une sorte de première grande action collective qui a été menée à l'international en fait dès les années 70. Parce que à partir du moment où ils ont visionné qu'il allait se passer ça, il y en a certains qui se sont mobilisés, qui se sont trouvés par les premiers Internet, on va dire. Et en fait, c'est beau parce qu'on se rend compte qu'il y a déjà eu cet esprit libertaire qui est là depuis longtemps. Beaucoup en
informatique, ouais. Parce que l'informatique est aussi un moyen d'émancipation. C'est-à-dire que ça peut être un outil qui peut nous asservir, nous faire du tort, mais ça peut aussi être un outil qui nous aide. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais LibGen, c'est une grande bibliothèque accessible à tous, où on peut trouver tous les livres qu'on veut. LibGen. L-I-B, comme une librairie, Gen, G-E-N. Ok, on mettra ça en... Et ça fait partie d'énormément de choses. Ouais, on en reparlera. C'est bien de partager tous ces liens. Moi, c'est un des liens que c'est quoi, c'est des livres qui sont libres en fait, d'accès, grosso modo, demain, moi, j'ai droit. un livre, je vois qu'il n'est pas dedans, je peux le scanner et le mettre dedans. C'est libre pour tous. Mais est-ce que ça veut dire est-ce qu'on considère que c'est du piratage? C'est du piratage, entre guillemets. C'est comme les débuts d'Internet où tous les sites étaient... Ce que je veux dire, c'est que... parce que tout le monde dit, ouais, mais les droits, les auteurs, ils n'ont pas le droit d'auteur. Si on lit un livre qui nous intéresse et qu'on veut soutenir l'auteur, on peut l'acheter. Si j'ai pas envie de l'acheter parce que j'ai pas les moyens d'acheter tous les livres que je veux lire, je peux aussi aller à la bibliothèque, les emprunter, les lire et les rendre. C'est la même chose. C'est pas différent d'aller à la bibliothèque. Le but, c'est pas, je veux pas faire du piratage dans le sens où je veux pas. Par contre, si demain cet auteur-là, j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait, je vais acheter le sien, je vais peut-être acheter les suivants parce que je voudrais le soutenir. C'est comme pour la musique en fait. Pour exemple, pour aller dans ce sens-là. Ou pour le journalisme libre. Justement, le Nexus numéro 121 de mars 2019 qui a été piraté entre guillemets. Quelqu'un l'avait mis 3 ans après sur Twitter, parce qu'on a fait un gros dossier sur le Covid 1 an avant le Covid. Et quand il y a une personne qui l'a découvert en 2022 qui s'est dit c'est pas possible, ils avaient déjà tout prévu dans Nexus. Parce que Senta depuis avait parlé de tout ce qui s'était passé un an plus tard. Un an avant avec beaucoup de rigueur et de prophétie, on va dire, d'anticipation. Le numéro est épuisé, pour ceux qui veulent l'acheter là. Il a été partagé sur les réseaux sociaux presque 1 million de fois. Il a tout scanné sans notre autorisation. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté quand même. Et qui ont dû acheter d'ailleurs la suite. Peut-être, il y en a qui sont abonnés. C'est-à-dire qu'en fait, malgré le fait qu'il ait été en accès libre, beaucoup voulaient l'avoir en version papier et même nous soutenir. Donc effectivement, par une action entre guillemets de piratage, ou de partage de choses sans le droit. Ça part comme ça. Alors ça part du. C'est pour ça que je souriais quand je disais piratage. Oui, c'est une forme de piratage, bien sûr, puisque sans demander l'autorisation, on le fait. Mais quelque part, on le fait aussi connaître. Ça fait de la pub. Et puis de deux, on part du principe que si on veut être souverain et qu'on veut... moi, si je veux soutenir quelqu'un, je suis libre de ça. Je vais donner un exemple tout bête. Si j'ai envie de lire, juste lire pour savoir ce qu'il y a dedans, le bouquin de Klaus Schwab, j'ai quand même pas à lui filer du fric. Désolée de dire ça, mais j'ai pas envie d'aller donner mon argent à cet homme. Par contre, je peux quand même m'intéresser au contenu de son livre pour des raisons qui me regardent. Bon, voilà, c'est un exemple tout bête, mais ce que je veux dire, c'est que il faut le lire pour savoir effectivement ce qu'il y a dedans. Hein, voilà, mais sinon, tu peux pas le critiquer. Exactement. Oui, on peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Mais c'est un exemple comme ça que je citais ça fait sourire, mais il y a énormément de choses comme ça. Et donc, les outils informatiques, de manière générale, moi, je considère ça comme quelque chose qui peut nous aider du moment qu'on apprend à s'en servir et surtout à faire ça demande de faire confiance aussi à ceux qui s'y connaissent, mais on peut pas s'y connaître partout. Quelqu'un qui est doué en informatique, il saura pas forcément faire son potager, il va avoir besoin de quelqu'un pour l'aider en permaculture, pour l'aider à trouver la nourriture, etc. Mais c'est là qu'on est fort ensemble. c'est les communautés qu'on est capable de créer. C'est là que justement c'est intéressant de trouver des gens autour de chez soi, ou pas forcément autour de chez soi, ça peut être beaucoup plus éloigné, qui nous apportent moi il m'a beaucoup conseillé sur plein de sujets en fait. Je suis pas une pro, mais je sais me débrouiller. Oui, c'est là où du coup toi tu références tout ça dans ta revue, le farandole, et ça va, c'est dans plein de départements différents. Ah oui, il y a énormément. Alors on met des exemples locaux. C'est de l'intelligence collective. Exactement. C'est le principe, et c'est la beauté de l'espèce humaine en fait, c'est qu'on est capable de faire des choses merveilleuses ensemble. Mais encore faut-il prendre le temps d'aller chercher chez les autres ce que nous on peut pas forcément avoir, et d'accepter qu'on n'est pas capable de tout faire soi-même en fait, mais on est capable de faire ensemble. Est-ce que d'ailleurs tu as dans ton collectif ou dans ton association autour de toi, il y a des coopératives et qui recréent des coopératives type on connaît toutes les coopératives qui fonctionnent sous forme... On en a recensé dans le site kifaitkoi.org. KIFAITKOI.org. Donc dans ce site-là, on a mis des cartographies. Les plus connus. Alors on sélectionne, j'avoue, on n'est pas exhaustif sur ce site-là. On sélectionne les initiatives déjà qu'on connaît, avec lesquelles on est en lien la majorité du temps. C'est une volonté ou vous n'avez pas le temps de connaître tout le monde? Non, c'est une volonté parce qu'en fait il y a des sites qui recensent déjà énormément. On a tendance à voir que c'est un peu fourre-tout, et pour que les gens s'y retrouvent c'est très compliqué. Donc nous on recense les sites qui sont fourre-tout. Et après, les gens vont chercher, s'ils veulent aller plus loin, ils vont chercher. Mais on recense les sites qu'on trouve pertinents et avec lesquels on est en lien.
Donc il y en a certainement beaucoup qu'on n'a pas. Si vous avez des initiatives que vous connaissez, vous pouvez très bien aller les proposer sur quifaiquoi.org. Nous, quand on les voit apparaître dans les annonces proposées, ça, c'est marqué ajouter une annonce, on va prendre contact avec ceux qui ont soit posté l'annonce, soit qui sont à l'origine de l'initiative postée. Et une fois qu'on a pris contact et qu'on a vérifié l'annonce, là, on la publie et on fait en sorte que tout le monde y ait accès. Mais voilà, le but, c'est pas de faire... c'est pas une espèce de garde-fou, mais un petit peu, c'est d'être sûr que ce qu'on met dessus est vraiment bien. Et donc, il y a des cartographies. Et avec ces cartographies, on peut découvrir des choses près de chez soi. Donc c'est comme ça que j'ai... Alors l'épicerie autogérée, je l'ai découverte autrement. C'est une amie qui m'en a parlé. Mais j'ai découvert qu'il y en avait 2 autres encore, en plus de celle dans laquelle je suis, l'épicerie collaborative. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a des AMAP, il y a plein de trucs. C'est quoi une AMAP ? Les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. ZAMAP, ça existe depuis plus de 20 ans. C'est de l'autonomie alimentaire. Exactement, c'est les producteurs locaux qui ont lancé des associations locales. Voilà, et en fait, par exemple, moi, tous les jeudis soirs, je vais chercher mon panier de légumes, mes petits fromages de chèvre frais, je vais chercher du miel, je peux avoir des confitures, je peux avoir des œufs, je peux avoir du pain, des farines. Tout ça, c'est des producteurs. Alors souvent, c'est bio, mais c'est pas uniquement bio, mais ça peut être souvent bio et local surtout. Et en fait, il ne tient qu'à nous de monter nos propres AMAP. Si on connaît les producteurs du coin et qu'on leur demande... Eux, il y a 2 avantages aux AMAP. C'est que on verse, par exemple, on paye pour les 6 mois à venir le producteur. Donc lui, il reçoit les 6 mois qui viennent, il est sûr d'être payé. Il est sûr qu'il va donner tant de paniers. Et lui, par contre, il s'engage toutes les semaines à amener son petit panier. Donc ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est le lien. Oh, mais moi, j'ai un lien avec ma maraîchère et ma productrice de chèvre, c'est juste de la folie. Demain, il y a un problème d'approvisionnement des supermarchés, j'aurai toujours mes petits légumes et mes petits fromages. Enfin, moi, je sais que je ne mourrai pas de faim. Et en plus, je mangerai bien. Mais ça, c'est accessoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on tisse du lien, comme on le fait sur les marchés. On le voit plus. Les marchés, on n'a plus le temps d'y aller parce qu'on travaille. Mais en fait, c'est génial, les marchés. C'est quelque chose où on tisse du lien, on voit les gens. D'ailleurs, souvent, les gens s'y retrouvent. Les personnes âgées, on le voit. Ils y vont, ils discutent. C'est leur moment de plaisir, le mercredi matin ou le mardi matin sur le marché du village. C'est exactement ça, en fait. C'est retisser du lien et se retrouver. Et nous, avec la MAP, on se fait des repas. On a fait un repas de Noël il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont super agréables. Et on retrouve des gens qui sont sur un même état d'esprit. Et c'est là que c'est le plus important pour moi. Le dernier avantage, c'est qu'on touche des gens qui ne sont pas dans ce qu'on appelle nos milieux militants. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, eux aussi, en ont marre de la vie dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte qu'on est en train de détruire la planète. Ils se rendent bien compte qu'on mange de la merde dans les supermarchés. Ils ont envie d'aider les producteurs locaux. Ils voient bien que les agriculteurs, ils sont pas bien à côté de chez eux. Alors, on va aller les aider et on se met ensemble. Et là, on touche nos voisins, on touche les gens près de chez nous. C'était ma question. Parce que du coup, il n'y a pas de limite, on va dire, à qui est-ce que vous faites venir dans votre réseau, finalement, parce que je connais beaucoup de coopératives où les gens n'ont pas bougé pendant le Covid, ou n'ont pas bougé pendant des crises diverses. C'est pas parce qu'on a des points de vue divers. Mais qui veulent quand même, qui se retrouvent sur cette volonté de se réalimenter, etc. Vous les accueillez, quoi. Il y a un moment où je pense que c'est important d'accepter qu'on n'ait pas tous les mêmes points de vue. Déjà, rien qu'entre nous, autour de cette table, je suis sûre que sur certains sujets, on aura des divergences parce qu'on n'aura pas le même vécu, on n'aura pas la même appréciation parce qu'on n'aura pas eu la même information, etc. C'est normal. Enfin, je veux dire, qui peut prétendre être pareil ? Au contraire, on s'ennuierait si on était tous pareils. Mais il y a une grosse partie sur laquelle on est d'accord. Voilà, et la grosse partie sur laquelle on est d'accord, ça, je suis désolée, mais là, la majorité de la population actuelle en France, elle est tous d'accord sur plein de choses. On est tous d'accord pour dire que c'est la merde, pour dire que financièrement, on s'en sort plus, que chaque mois, on est en train de compter ce qui nous reste pour pouvoir pas manger que des pâtes à la fin du mois. On est tous en train de compter le fait qu'on voit les gens, les commerces qui sont en train de tomber les uns après les autres au profit de grands financiers là-haut. Enfin, ça, c'est des constats que chacun est capable de faire. Et on est tous d'accord pour dire effectivement qu'on n'a pas confiance dans les banques. Par contre, on a pour beaucoup tous une carte bleue. Hein. Nous-mêmes, on a encore une carte bleue. On s'est fait incendier dans le chat la dernière fois parce qu'on avait une carte bleue. Et on a un compte en banque. Et voilà, on a notre épargne. Exactement. Et en fait, ça, c'est des choses qui peuvent permettre de toucher les gens. Et je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à s'ouvrir, à arrêter un peu de se fermer, parce qu'on est très fermé sans le vouloir, de par nos points de vue. Le Covid a fait une grosse scission de la population. Et pourtant, les gens qui sont à côté de chez nous, même s'ils ne sont pas d'accord et qu'ils se sont fait vacciner ou autre, c'est pas pour autant qu'on a des points de vue différents. Au contraire, on se rejoint sur beaucoup de choses. Donc, il y a un moment, c'est intéressant aussi de se rejoindre sur là où on peut se rejoindre. Et c'est ça aussi notre défi, je pense, le défi humain, c'est de retrouver le lien humain. C'est vachement important et c'est tellement gratifiant, en fait. Enfin, on découvre on peut pas sauver tout le monde, on peut pas aller vers tout le monde. Il y a des gens qui sont trop dans le système et à qui ça plaît de vivre comme ça, à 100 à l'heure et tout ça, mais il y en a beaucoup à qui ça ne plaît pas. Enfin, il y a qu'à regarder la dépression autour de chez nous. Moi, j'ai jamais vu autant de burn-out
Non, c'est pas possible. Et puis bon, voilà, ce qu'on fait subir à la planète, c'est juste plus possible non plus. Enfin, moi, je suis une fervente défenseuse des animaux et je ne supporte plus ce qu'on fait subir à la planète. Sans même parler du climat, Donc, il y a quand même des problèmes à ce niveau-là. Oui. Le climat, c'est encore quelque chose d'autre chose, mais voilà. Donc c'est quelque chose qui rapproche. Tout ça, ce sont des initiatives qui rapprochent. J'ai jamais vu de gens se faire incendier parce qu'ils mettaient en place des trucs écolos et économiques chez eux. Enfin, je veux dire, au contraire. On va les soutenir, on va aller les voir, on va leur dire c'est beau ce que vous faites. Bon, après, voilà, il y a une différence entre dire c'est beau et venir aider à participer. Ça, c'est encore le petit truc. Mais ça ne tient qu'à nous aussi. Je veux dire, si chacun d'entre nous, on est là, on attend, on dit ouais, mais il n'y a pas ça près de chez moi. Bah, qu'est-ce que t'attends, en fait? Qu'est-ce que t'attends pour aller le monter ou pour trouver des gens pour le monter? Parce que je suis sûre que des gens, il y en a plein. Je suis sûre que là, dans l'émission, vos voisins d'à côté, dans le village, moi, grâce à des cellules comme Solaris, vous avez connu le Solaris, là. Solaris, j'ai créé une cellule dans mon village. J'ai dit, tiens, je vais essayer. J'ai trouvé 5 personnes, dont mon voisin d'en face. Mon voisin Du coup, on a commencé à venir se voir régulièrement et tout ça. Et comment on sait qu'il y avait des gens comme ça qui étaient près de chez nous et qui avaient été prêts à faire des choses? Non. Mais voilà, c'est ça, ces cartos, elles servent à ça. Elles servent à trouver les gens près de chez soi. Et il y en a plein, il y a le Synapse, il y en a plein des cartographies qui existent. Et on essaiera en plus de Farandole toute l'année de faire des petites chroniques à partir de maintenant avec le réseau que tu as pour essayer de les mettre en avant. Il faut qu'on mette ces solutions en avant dans des chroniques hebdo mensuelles à voir, et même dans le magazine. Dans le magazine, on pourrait les mettre aussi. Ce serait bien d'avoir un résumé. Et nous, dans les médias, j'en ai marre, parce que souvent on nous dit, on entendait avant de venir à Nexus, j'entendais beaucoup, et ça marche pas de mettre, on en parlait hors micro, ça marche pas de faire des trucs positifs dans les médias. Oui, mais personne n'essaye jamais. Et quand on essaye, c'est un tout petit peu. C'est un petit jet par ici. C'est vrai que c'est pas forcément vendeur. Moi, je le vois déjà sur les couves. Oui. C'est vrai que quand tu fais une couve positive. Il faut regarder dans l'histoire comment est-ce qu'ils ont imposé les faits divers. À force d'en mettre tout le temps, c'est comme une musique que t'aimes pas, tu vas l'entendre à la radio tous les jours et on habitue le cerveau des gens. Nous, on va habituer le cerveau des gens. Il y a un conditionnement. Voilà, on va conditionner les gens, on va les habituer à entendre des belles choses. Mais c'est là où on va continuer de dénoncer les scandales, mais en même temps, on va glisser des solutions à l'intérieur. Comme ça, les gens achèteront et puis ils se diront tiens, il y a quand même des solutions. Tout à fait. Mais je dirais même que c'est une belle transition, ça. C'est parce que il faut quand même comprendre le monde dans lequel on vit, parce que c'est la connaissance, on revient dessus. Si on comprend pas dans le monde dans lequel on vit, c'est bien beau d'avoir des solutions, mais qu'est-ce qu'on en fait si on comprend pas pourquoi on les utilise, comment? Voilà. Si on comprend pas que le système dans lequel on est voué à l'échec, pourquoi on va aller s'embêter à sortir des banques, à aller prendre des AMAP? On dit tout va bien. C'est ça. En fait, si tu comprends pas, tu te rebelles pas. En comprenant que c'est voué à l'échec, que de toute façon on déshumanise et que derrière c'est nous tous, peu importe le salaire qu'on gagne, qui allons payer. Exactement. Autant commencer à se mettre en mouvement et mettre en valeur ce que vous faites. Et effectivement, la nécessité provoque un peu l'action. Et le but, c'est qu'au final, les gens voient cette flamme qu'on est capable d'allumer tous ensemble. Parce que le feu, le brasier, on l'a en nous, quoi. Enfin, on l'a, il est là. On a l'étincelle, on a les braises, on n'a plus qu'à souffler dessus. Mais pour souffler dessus, il faut qu'il y ait un élan collectif. Et cet élan collectif, il vient aussi Je vais donner un exemple tout bête, mais tu disais ça se vend pas forcément beaucoup, les gens réagissent pas forcément. Oui et non, parce que aujourd'hui on a l'habitude de cliquer pour il y a tel truc qui est arrivé. Mais si nous on commence à prendre l'habitude tous à partager ce genre de choses en disant regarde, il y a ça qui existe, il y a ça aussi, et qu'on prend l'habitude d'en parler autour de soi, ça va se répandre. Ça va se répandre. Mais c'est à nous de lancer tous ensemble ce mouvement, quoi. Objectif, 50% scandale, 50% solution. Voilà. Parfait. Puis petit à petit, on diminuera les scandales et on... Parce que, bon, ça c'est encore un autre point, mais on parlait de consentement. Quand on invisibilise les scandales, à un moment, ils finissent par plus exister. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Ça, c'est un niveau un petit peu au-dessus, ouais. Parce qu'en fait, on alimente tout ça. Exactement. On a envie de scandale parce que ça fait parler, c'est choc, ça appelle aux émotions. On est des êtres émotionnels de toute manière. Donc on a besoin de shot de dopamine, c'est un peu ça. Hein. Oui, on a besoin de rechercher le choc. Le problème, c'est qu'on reste dans un état de sidération qui nous empêche de passer à l'action. Tout à fait. C'est problématique. Et ça arrange toujours les mêmes. Ceux qui sont tout en haut et qui provoquent ces scandales. Ah bah oui. Et alléluia à Nexus de vouloir commencer à parler de solutions, parce que derrière chaque scandale doit se glisser une solution en disant voilà, on a fait un constat là-dessus. Bon, je pense que les constats, je pense qu'on les a fait depuis longtemps déjà. Hein. Ça fait des années. Hein. C'est vrai qu'on a compris l'ensemble du tableau dans lequel on est. Ouais. Après, on n'a jamais fait le tour. Ouais, on ne pourra jamais, mais il y en a toujours. Non, parce qu'il y en aura tout le temps. Ils en produisent tout le temps. En fait, ça évolue, les lois évoluent. C'est pour qui, enfin même au niveau de l'Union européenne, on est dans une société de consommation, mais ça vaut pour la consommation d'information. Mais la route, on la connaît. On sait où on va.
Mais ce que disait Vonish, on a toujours parlé à Nexus, mais là, effectivement, on va dédier des formats spécifiquement à ça, sans parler limite du négatif à côté. Mais en réalité, Nexus, à la base, faisait beaucoup plus de solutions historiquement. Mais il y en a toujours même dans les anciens, moi je parle il y a 10 ans, c'était vraiment... Mais après, effectivement, l'écosystème dans lequel on a été et le manque d'investissement des journalistes alternatifs ou de moyens aussi pour dénoncer les choses, pour alerter et faire prendre conscience, était tellement flagrant que, bon... Le but étant de trouver un équilibre entre prendre conscience et se mettre en action. Prendre conscience sans se mettre en action, ça sert à rien, et se mettre en action sans comprendre dans quel environnement on est. Et c'est sur chaque problème soulevé de manière pertinente où on montre, voilà, il y a ça, et on constate, et que derrière on dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça ? Il n'y a pas de souci. Hein. C'est là où cette revue, moi, elle m'a vraiment interpellé, parce que je me dis, bon, qu'un citoyen comme tu es, comme vous êtes, avec ceux avec qui tu travailles, bénévolement, se sont mis en mouvement pour montrer que y a d'autres citoyens qui font des choses dans leur coin. C'est ça. Et que finalement, c'est pas les solutions qui manquent, c'est la mise en valeur de ces solutions pour inciter les autres à se mettre en mouvement et faire l'effet boule de neige, parce que plus on met en lumière, plus on éclaire les autres. Tu peux pas juste lire du négatif en fait, parce que sinon ça ratatine complètement les gens, donc faut pouvoir comprendre le monde, mais à côté vraiment avoir des trucs. Ok, le mardi à 18h, je sais que je vais pouvoir aller faire ça, j'ai lu ça dans Farandole, et puis boum, je vais aller faire un atelier de réinformation ou je sais pas quoi. Après, il y a une chose auquel je tiens de le dire, c'est que le but n'est pas de vivre dans un monde où on se croit bisounours, où tout va bien et où on fait l'autruche. C'est pas le but du tout. Le but, c'est de savoir, dans tout ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les choses meilleures, ne serait-ce que dans notre quotidien. À partir du moment où on appréhende son quotidien bien mieux, on est mieux. Et à partir du moment où on est mieux, on rend les choses mieux aussi pour soi. C'est vraiment un cercle vertueux, tout ça. Donc c'est dans ce sens-là en fait que c'est pas un magazine de bisounours. On a déjà on a eu une discussion d'ailleurs avec l'équipe la semaine dernière à ce sujet, parce que notre doyen aime beaucoup aussi faire les constats. Il en dresse depuis longtemps. Lui, il a une très grande expérience de la vie, donc il a beaucoup de choses à partager. Et on essaie juste de formuler les choses de manière à ce que les gens ne soient pas dans le quotidien où on martèle les constats, où on voit le constat là. D'accord, et derrière, qu'est-ce qu'on peut faire en retour ? Mais ça ne se cantonne pas qu'à la France. Je vois, vous avez mis en avant une expérience à Marinaleda, en Espagne. Ouais, c'est ça. Une ville autogérée avec un développement alternatif de l'économie, de la politique. Ça serait génial d'en faire une chronique dessus. C'est intéressant. Et j'imagine en France, il y a plein de petites localités. Oui. D'ailleurs, il y en a qui utilisent des monnaies locales, qui font des choses alternatives, participatives. Et on n'a pas encore fait sur les écolieux et terlieux. D'ailleurs, on m'a envoyé un mail la semaine dernière pour me demander quand est-ce qu'on en ferait un. Il faut qu'on trouve les adresses pour avoir des bons plans à partager. Mais il y en a plein. Il y a beaucoup de... Alors, le problème des écolieux et tiers-lieux, souvent, c'est lié au fait que c'est comme des mariages, en fait. Quand on s'installe avec des gens, il faut apprendre à vivre avec eux. Et donc, du coup, dans tous les sens du terme, il faut apprendre à être en phase, ou tout du moins à savoir communiquer correctement. Donc, il y a des fois des lieux qui ne fonctionnent pas forcément bien ou autant qu'ils auraient voulu parce que, justement, il y a ce facteur humain. Mais c'est pas forcément un frein, en fait, le facteur humain. C'est justement apprendre... c'est ce fameux défi qu'on disait tout à l'heure, le défi humain, à réapprendre à vivre les uns avec les autres. C'est le lien, comme tu dis. Donc voilà, après, c'est des systèmes clos, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est compliqué. Quand je disais tout à l'heure, quand on a des soucis financiers, tout s'ajoute et puis ça fait des tensions, des choses comme ça. Mais c'est à chacun de réfléchir en amont pour créer ce genre de choses. Et c'est un petit truc avant, je pense qu'on va arriver vers la fin de l'émission, mais ça m'a fait penser tout ce qu'on a dit là, plus que les discussions qu'on avait hors micro. Je me suis rappelé d'une discussion que j'avais eue avec le docteur Benoît Ox, donc luxembourgeois, au moment du Covid, qui s'était donc pris toutes les autorités sanitaires de son pays au Luxembourg là-dessus. Et quand j'avais parlé avec lui, il m'avait dit au Luxembourg, par rapport à la France, on a un réseau de médecins qui était beaucoup plus développé pour tiens, si tu veux un truc là, tac, et puis je t'envoie tel médecin de confiance. Ils savaient envoyer quel patient vers quel médecin et tout ça. Toi, comment tu vois et il disait en France, on n'avait pas ça. Toi, au-delà du côté sanitaire, est-ce que tu vois, tu commençais à parler tout à l'heure de réseaux comme ça, est-ce que tu vois un vrai tissu humain qui se crée selon les régions ? Il y a eu plein de maillages qui ont été faits. Alors, c'est encore un des boulots qu'on est en train d'essayer de faire depuis 2 ans, parce qu'on a essayé de monter des synergies entre les collectifs. Ça a été plus ou moins compliqué. Il y a eu des choses qui sont très belles qui sont nées. Je fais signe à tous les référents de collectifs avec lesquels je suis en lien depuis 2 ans, qui ont été extraordinaires, qui ont pour beaucoup un petit peu lâché parce qu'il y a eu pas mal d'essoufflements à différents endroits, mais qui sont toujours là. Le maillage local,
il a déjà été fait pour plein de choses. Il demande encore à être renforcé, il demande encore il y a des endroits qui sont plus représentés que d'autres. Ça, c'est un boulot qu'on essaye de faire avec le site Qui fait quoi. C'est-à-dire que par le site quifaitquoi.org, on fait de la reliance. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre les gens en lien. Techniquement, moi, si vous envoyez des mails à Qui fait quoi, je fais partie de ceux qui lisent les mails, je peux vous mettre en lien avec des gens, des actifs locaux. Donc là, quelqu'un qui regarde, qui se dit tiens, mais moi je fais des ateliers d'autonomie alimentaire à côté de. Non, je peux aller sur quifaitquoi.org, voilà, vous envoie un mail. Envoyer un mail par quifaitquoi.org en disant dans quel département vous vous trouvez. Alors si vous utilisez le réseau social Telegram, on passe beaucoup par ça pour les mises en lien, mais ça peut être autrement. Et après, on fait des mises en lien entre les gens. Et les gens se rendent compte localement et ils se débrouillent. Le but, c'est que ce soit décentralisé. Nous, quand on dit passer par le site, c'est juste pour mettre en lien directement. Après, on fait pas de centralisation. C'est pas le but. La décentralisation, c'est la clé. C'est la clé pour réussir à ne plus pour être indépendant, en fait. Mais grosso modo, oui, on peut commencer à faire des mises en lien. On peut développer ça. C'est un projet. Moi, j'ai toute une base de gens qui sont prêts à revenir sur le terrain pour ça. Mais voilà, ça demande beaucoup de boulot et c'est pas du boulot qu'on peut faire tout seul. Donc s'il y a des gens qui sont motivés pour aider là-dedans, on accueille les bras ouverts parce que plus on sera nombreux pour animer tout ça et plus ça va se développer, quoi. Mais oui, il y a moyen de faire des super trucs. Est-ce que vous deux vous sentez suffisamment autonome par rapport à vos objectifs et tout ce que vous avez au niveau personnel ? Ouais, dans vos vies. Moi, je me sens beaucoup plus libre parce que j'ai travaillé pour ça. Donc oui, en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai pas acceptées dans cette vie-là. Pas forcément tout expliquer parce que il y a des trucs, c'est un petit peu touchy comme on dit, mais dans l'idée, c'est ça. C'est pourquoi on fait ça en fait ? On veut tous être heureux, je pense, dans cette vie. On veut vivre heureux. Oui, c'est vrai que la notion de liberté dans le bonheur est intrinsèquement liée. Donc oui, j'ai travaillé le truc depuis longtemps, mais je suis pas autonome à 100% sur tout. Et comme on disait, on peut pas le faire tout seul. Enfin, c'est très compliqué. Je sais plus qui disait qu'être autonome à 100%, ne serait-ce que au niveau de sa nourriture, de son énergie, c'est très compliqué. C'est quasiment un boulot à plein temps. Et c'est pour ça qu'il faut une émancipation individuelle, mais à portée collective, où justement le collectif va aider à ce qu'on puisse, ensemble, former une certaine forme d'autonomie, ou du moins se dissocier d'organismes qui ne nous veulent pas forcément du bien. Mais bon, voilà, moi, à titre personnel, en tout cas, je travaille sur l'aspect juridique, sur l'aspect débancarisation. Et toi, c'était les formations dont tu parlais. Voilà. T'accompagnes les gens là-dessus. J'enseigne et j'accompagne là-dessus. T'enseignes dans une école, université ou... Non, j'ai ma plateforme. Okay. Ma plateforme de formation. Où est-ce qu'on peut te retrouver voynich.me, mon site internet, mes réseaux sociaux. Le lien dans la description. On mettra le lien au moins si les gens veulent. Ouais, peut s'intéresser à ça. Regarder. Mais déjà, être même dans le niveau de la santé, être son docteur en premier lieu, pour les choses basiques, à éviter de tomber malade, tout ça, c'est des choses qui sont à notre portée. C'est tout bête. S'émanciper de Big Pharma et commencer à... Rien que ça, l'hygiénisme. Ça provoque beaucoup de soucis au niveau des autorités. Rien que ça. Ouais, on n'alimente plus les molécules et les machins, et on commence à prendre soin de nous avec des choses simples et beaucoup moins chères, finalement. En plus. Et c'est un exemple pour les gens. Moi, il y a 3 ans de ça, vous ne m'auriez pas reconnu physiquement. J'ai énormément changé. Lui, il m'a vu il y a 3 ans, donc il peut en témoigner. Mais j'ai beaucoup changé physiquement parce que j'ai repris ma santé en main. Les gens le voient, ça. Les gens le voient. Quand ils voient qu'on a... Moi, ils me trouvent tous... Ils me disent, wow, t'as l'air épanoui, t'as l'air... Bah oui, je suis libre. Je suis libre à bien des niveaux. Au niveau santé, je suis plus libre. Je suis plus dépendante de moindre des trucs que je prenais avant. Les sodas, les machins qu'on consomme par automatisme, parce qu'on nous a appris à être là-dedans. La malbouffe, tout ça. Et on se rend plus compte de tout ça. On n'a même plus le goût, en fait. Et en réapprenant à manger des choses saines, on réapprend le goût. Et on réapprend à apprécier le moindre chose, le moindre fruit, le fruit de saison, le légume de saison, c'est juste merveilleux. Donc ça, c'est pour le côté alimentaire, le côté santé, mais il y a tout ça. Et donc ça se voit, les gens autour de nous le voient, quand ils voient quelqu'un qui est bien, en fait. Et ça, il nous appartient d'être bien. Il n'y a personne d'autre que nous qui pouvons nous aider à aller mieux, en fait. Donc ça, c'est à nous de le faire. Et donc, pour rebondir sur ta question, oui, moi, je me sens beaucoup plus libre aussi. Je me sens plus libre à mon niveau. J'ai pas du tout le même chemin que lui, mais à mon niveau, j'ai mis en place plein de choses. J'ai mis en place quelque chose au niveau de ma santé, au niveau de mon alimentation, au niveau de ma vie. Il y a plein de choses que j'ai bannies de ma vie et que j'enseigne à mes enfants. D'ailleurs, je la vois, elles font un petit peu extraterrestre par rapport aux autres enfants, parce que c'est vrai que des fois, elles viennent me voir, elles me disent « Maman, on nous a parlé de ça ». Je fais « Ah oui, forcément, les autres enfants vont commencer à leur parler de choses
parce que je ne veux pas les mettre dans une bulle non plus, mais on les protège. Mais il y a plein de choses que j'ai mis en place moi-même. Là, au niveau bancaire, j'apprends à me débancariser, bon, je ne peux pas dire que j'ai grand-chose à être prélevé, mais on ne sait jamais. Et ce que je veux dire, c'est que je mets en place des choses à titre personnel, au niveau numérique. J'ai un ordinateur sécurisé, j'ai un téléphone sécurisé. Oui. Alors, quand je dis sécurisé, ce ne sera jamais à 100%, mais j'ai mis en place... C'est quoi, par exemple, ce que tu peux mettre en place pour ça? J'ai installé Linux sur mon PC, rien que ça, déjà. Ouais. Enfin, rien que ça. Téléphone, c'est pareil. J'ai désinstallé, j'ai mis un Graphene. Enfin, je veux dire, Graphene OS, c'est un autre système d'exploitation. Comme Linux, un truc libre. Qui n'est pas tracé. Android libre. Bon, on peut pas mettre sur iPhone, hein, donc c'est juste sur les Android pour l'instant. Qui n'est pas tracé. Pas tous encore. Ok. Donc tu protèges le nombre de données qu'on peut te piquer sur ta vie personnelle. Exactement. Mais ça, c'est des choses qu'on peut faire à titre personnel. Alors ça demande... Et encore, je ne suis pas une craque de l'informatique. C'est Voynich qui t'a mis sur le... Il fait partie de ceux qui m'ont briefé, ouais. Il n'y a pas des forums ou des plateformes sur lesquelles on peut former les gens? Ah mais si, Wikilibriste. Wikilibriste. Il faut mettre tous les liens. On va mettre une ribambelle de liens. Mais en fait, il va falloir en faire dans chaque rubrique. Parce qu'il y a tellement de liens que... c'est pour s'émanciper en informatique, enfin essayer de sortir ça un peu fait partie des choses qui... C'est intéressant. Ça, c'est déjà prévu sur comment se protéger. On voulait depuis longtemps. Avec Marc, là, on en parle depuis plusieurs mois. On a plein de sujets de chronique. Se protéger sur Internet, on prépare tout un dossier, il y a un truc qu'on pourra en mettre sur une petite liste. Ah ouais, non, mais je suis en train de travailler là-dessus. C'est mon prochain numéro. Après la souveraineté monétaire, c'est la souveraineté numérique. Donc on y arrive. On y arrive, là, premier trimestre 2025, il va dépoter, on a plein de dossiers à sortir. Déjà, il y a plein de gens, tu leur dis juste n'acceptez pas les cookies quand vous pouvez les refuser. Parce que, voilà, sur tu vas chaque sur un site. Sur chaque Moi, site. les sites qui rendent ça obligatoire, je les boycotte. Ouais. Voilà, c'est tout. Tu veux vendre mes données? Non, moi je ne vends pas. Est-ce qu'on est sûr qu'ils les prennent pas quoi qu'il arrive? Si tu vas pas dessus, ils ne pourront pas le prendre. Oui. Bon, mais quand on les refuse... Des fois, tu as continué sans accepter. J'aimerais bien savoir juridiquement ce qu'il y a derrière ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, si malgré ton non-consentement, ils le font, ça c'est encore autre chose. Avec les téléconnectés, les objets connectés, tous les micros sont ouverts... Ce sera difficile de prouver ce qu'ils font avec les données. Ouais. Donc continuer sans accepter, c'est bon, écoute, on va faire ce qu'on veut avec tes données, puis basta, quoi. De toute façon, tu sors rien. Ah oui, ce qu'on s'est dit avec des lecteurs qu'on a rencontrés dans les marchés de Noël, c'est de mettre dans les Nexus, je sais pas si ce sera possible, mais dans les Nexus, donc on vend en format papier, là, il y a le nouveau que tu montrais tout à l'heure, on mettrait une page à la fin. On actualiserait tout le temps, voici en ce moment les logiciels de confiance et tout. Après mois, il y a des fois tu te rends compte que tu peux plus avoir confiance. On a vu par exemple Proton Mail, par exemple j'utilise. Proton Mail était safe jusqu'à ce que finalement, dans une affaire de terrorisme, ils ont permis d'identifier les utilisateurs de Proton Mail. Donc en fait c'est comme Telegram. On ne sait pas trop si maintenant, avec l'arrestation de Pavel Durov. Il n'y a pas des codes qui ont été donnés. D'ailleurs, sur Telegram, il faut sécuriser. C'est-à-dire que par défaut, l'échange entre utilisateurs n'est pas sécurisé. Non. Il faut qu'il y ait une manipulation de l'utilisateur pour sécuriser l'échange. Donc de base, vu que 90% des gens ne le font pas. C'est pas sécurisé. Chiffré, c'est un livre ouvert, Telegram. C'est ça. C'est un espace de liberté où on n'est pas censuré. Oui, c'est ça. Exactement. Il ne faut pas confondre. Et qui n'appartient pas au monde occidental qu'on peut craindre ici. Voilà. Mais ça reste comme un réseau cellulaire. D'ailleurs, si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent éviter d'utiliser Telegram, aller sur quelque chose de plus sécurisé. Quitter Internet. Si on veut utiliser un smartphone et voir des échanges sécurisés. En fait, il y a vraiment une vraie pédagogie à faire parce qu'il y a toujours des failles. Et la première des failles, c'est ton fournisseur, déjà. T'as beau avoir le téléphone le plus sécurisé du monde, si ta puce, tu fais transiter des informations qui ne sont pas chiffrées, bon, ça sert à rien d'avoir Graphene OS. Par contre, si sur Graphene OS, tu utilises Matrix Element, Session et d'autres trucs fausses, free open source software. C'est intéressant. Bon, il y a du boulot. Il y a du boulot. On vulgarise tout ça. En fait, le souci, c'est qu'il existe des outils, mais le problème, c'est que pour amener les gens là-dessus, c'est très compliqué. Parce qu'ils ne sont pas forcément toujours aussi sexy que ceux qu'on a l'habitude de voir. Ils sont développés avec les moyens du bord. Voilà. Et puis, bon, du coup, les gens ne connaissent pas, n'osent pas, ou alors sont technophobes, et donc c'est très compliqué d'aller là-dessus. On a essayé déjà de commencer à faire sensibiliser les gens pour les amener sur Element, par exemple, mais c'est compliqué. Element, ça sert à quoi? Matrix Element, c'est un réseau social qui ressemble un peu à Discord, qui est très bien. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes alternatifs avec qui on est en lien et qui nous suivent et qui se posent des questions par rapport à des dossiers ou des informations sensibles parfois qui s'échangent et ils se pensent en sécurité en utilisant Proton Mail ou Telegram. C'est du marketing tout ça, non, ça vaut rien. Proton, ça vaut rien, ça fait longtemps qu'on sait ça. Je dis aux gens, arrêtez Proton. La vraie sécurité, c'est le papier qu'on se transmet. Il faut s'envoyer des courriers. Alors en mail, c'est quoi en ce moment ce en quoi tu aurais confiance? Moi à l'époque, Proton, c'était vraiment le truc de confiance quand je me suis mail, dessus, il y a quelques années. Je suis plus trop
dans le circuit mail parce que je suis auto-hébergé. Du coup, moi, j'ai mes propres serveurs, mes propres trucs On mail. refera des chroniques. On va le laisser bosser ces sujets et il va revenir C'est-à-dire que ici toi, t'as pour... pas de fournisseur mail, c'est-à-dire que C'est comme moi. Gmail, Ah oui. Outlook. Il vient direct sonner à la porte et Par il exemple, si on veut toque. t'envoyer un mail, dit, on te l'envoie sur quelle adresse? Ça arrive sur mon serveur, Mais c'est-à-dire qu'il j'ai faut... un domaine, j'ai loué un domaine. C'est quoi ton... Ah oui, t'as choisi ton nom de domaine. Moi, j'ai voynich.me, donc ça sera contact machin truc. D'accord. Et C'est hébergé chez toi. Enfin, C'est en tout hébergé cas, chez sur moi. toi. C'est le top du top. sur un serveur quelconque si on peut pas héberger chez soi. Oui, il a son propre mail, c'est incroyable. Mais comme quoi, ça revient, c'est dans la suite logique de l'autonomie, c'est avoir son potager, avoir son serveur informatique, avoir son panneau solaire. Mais il y a énormément avoir- de choses décentralisées comme ça, où Ouais. on peut faire confiance aux serveurs des copains qui hébergent, etc. Mais il faut accepter de sortir des sentiers battus. Et ça, c'est valable pour tout. Hein, donc, c'est compliqué. Et accepter Ça. de prendre un petit peu de son temps libre, parce que toi, tu fais tout ça sur ton temps libre, tu as ton métier à côté, ce que tu me disais, et tu fais ça par passion à côté. C'est vrai qu'il faut prendre le temps un petit peu, au moins juste commencer de 30 minutes par semaine, c'est rien du tout, C'est 1 ça. heure par semaine. Mhm. Tu commences tout doucement comme ça, parce que les gens sont fatigués, n'ont pas le temps, Oui. ils ont les transports en commun, etc., ou la voiture. Donc c'est bon de juste prendre des petites doses comme ça, tu vas chercher un petit peu, tu vas regarder sur la plateforme de Vonich ou Farandole, Mhm. et Et boum. puis on va les aider. Et puis on va les On va aider. essayer de faire des petites tutos, chroniques, vulgarisation, On va leur mettre- tech. C'est ça, c'est ça. Là, ça. on va vous enfermer dans la porte derrière, vous allez rester à Nexus maintenant pendant une année. Il y a du boulot. Non, mais c'est intéressant. Ouais, mais carrément. Autre, j'en profite puisque si on est à la fin, il y a Ouais. un autre autonomiste qui Ah bah est oui, sorti ouais. des sentiers battus, Qui est peut peut-être depuis, nous 1h30, rejoindre. ouais. Je sais pas si on peut se mettre là. Est-ce qu'on peut se mettre à 3 Est-ce que ça le fait là en régie s'il se met entre les deux là? Il dit non, Ouais, là, ça va. Mais je pense qu'on peut se caler, hein, cale-toi. là. Allez. On a 1h30 d'émission là. Allez, hein. on fait ça. Il y a la combien bonne 1h20 franquette. d'émission là. Voilà. Vas-y, ramène ta chaise directement. On est en train de. Voilà de comment on construire bricole en l'émission direct. live. Parce C'est qu'on a les reçu C'est Johan- les aléas Johan du Fakra. direct, mais hors live. hors live. Bonsoir. Les aléas du différé. T'as toi essaie de tourner un Johan peu les Fakra. micros, voilà, Comme vers ça. le centre. Ouais. Et ben, Voilà. Vous travaillez ensemble, donc Johan parce que Fakra, c'est grâce à Downtime. toi que vous Ouais. connaissez tous les trois finalement, parce que toute part de ta plateforme, t'avais fait un petit groupe WhatsApp ou Telegram. Ouais, bonsoir déjà. J'étais à côté depuis tout à l'heure. Moi, j'avais créé un canal Telegram qui s'appelait l'Union des lanceurs d'alerte, où il y avait pas mal d'influenceurs, de médias alternatifs, de lanceurs d'alerte francophones, Québec, France, et où on cherchait en fait à voir comment on pouvait créer des synergies et travailler ensemble pour faire avancer un peu plus vite les choses. Et au bout de 2 ans, il y a quelques petits trucs qui se sont passés, mais au final pas grand-chose. Et puis Céline s'est retrouvée dans le c'était pas un canal, c'était un groupe privé. Hein. Et Voynich aussi, t'étais dedans, je crois. Hein. Et c'est comme ça qu'on est entré en lien au final. Ça s'appelait l'Union des lanceurs d'alerte, c'est devenu l'Union des lanceurs de solutions. Ça existe encore? Magnifique. Oui, ça existe encore, il se passe Pas rien grand-chose. dessus. C'est un super terme. Ça Pardon dévote. C'est un Ouais. super terme. Lanceur de, Bon, c'est lanceur de devenu solutions. l'Union des lanceurs de... De cornichons. De- Parce que bon, la vérité, c'est qu'au bout d'un moment, on lance pas trop de solutions. Oui, il y a pas eu assez de Qu'est-ce qu'on solutions, lançait c'est finalement ça. Ah, c'est pas cornichons. faute d'avoir fait plein de réunions, plein de visios, plein de choses, mais voilà. Au moins, c'est- Parce les, que les quand deux, ça a été ah, créé, vous c'était trois vous êtes simple. rencontrés comme ça. Voilà, Exactement, c'est ça. voilà, c'est ça. Ça fait partie des choses. Puis bon, après, de fil en aiguille, moi, comme je suis amenée à essayer de rencontrer plein de monde, j'essaye de faire se rencontrer les gens aussi. Donc voilà, ça, c'est de fil en aiguille, on rencontre de plus en plus de monde, et puis on se rend compte qu'il y a des gens avec lesquels on peut travailler, on peut avancer, on peut monter des projets. On est soit complémentaires, soit on fait la même chose, donc on mutualise. Enfin, il y a tellement de trucs qu'on peut faire, c'est juste extraordinaire. Donc moi, je sais que quand je vois des gens qui font des choses similaires à d'autres, je les mets en lien. Je me dis, vous avez tellement à vous C'est apporter. génial. Enfin, je veux dire, c'est le but. Donc, moi, j'ai tendance à dire, les gens qui ont des initiatives et qui se sentent un peu seuls et qui aimeraient être mis en lien avec d'autres, n'hésitez pas à nous contacter par le biais des enfants phares sur le site lesenfantsphare.fr ou par qui fait quoi, peu importe. Mais dans tous les cas, Qui fait quoi pour un .org, ouais. KI. KIFAITKOI.org. Il y a plein de URL à mettre là dans la description. Exactement. Wikilebriste. Ah oui. Wikilebriste, c'est pour les résiliences numériques, ouais. C'est la résilience On fera la numérique. liste après tous Wikilebriste, ensemble. c'est et pareil, on connaît mettra. les gens qui sont derrière le Wikilebriste, donc on sait que c'est une initiative qui est lancée par des gens qui sont dans une véritable volonté d'aider les gens à s'émanciper au niveau numérique. Et alors là, vous avez plein de tutos, vous avez plein de... Il y a même des groupes Telegram où on vous explique comment aller installer votre truc si vous n'y arrivez pas. Enfin, je veux dire, moi Linux au départ, quand on m'a fait installer ça...
Qu'est-ce doit que pas être c'est, comment facile, ça va. ouais. Puis en fait, une fois qu'on s'en sert, c'est... Ça va. Oui, puis ça a été tellement vu et revu par plein de codeurs différents qu'ils ont rajouté plein de fonctionnalités qui rendent ça super simple en fait. C'est pas si difficile, c'est une étape à franchir. On peut s'émanciper des GAFAM. Bah, Et d'ailleurs, on carrément. peut s'émanciper Oui. de Doctolib. Il On en faut reparlera. s'émanciper des GAFAM. Et- c'est ouais, important. ouais, Et c'est est-ce que... excuse-moi, t'allais dire un truc. Ouais, juste un truc qui me semble important, c'est que bien souvent, les gens en ont rien à faire de leurs données personnelles. Ouais, Dire, moi, j'ai rien à me reprocher. Ou n'y pense pas. Oui, ils n'y pensent pas, mais souvent on se dit, ouais, mais, de toute pas façon, j'ai rien à me reprocher, Google c'est gratuit, machin. Et ouais, mais on est en train de les engraisser. En fait, on participe par notre ignorance, on participe à leur donner des infos, et avec la big data qu'on connaît, et c'est comme ça qu'ils deviennent des géants du web et d'autres secteurs. Et en fait, au bout d'un moment, il va falloir choisir et se positionner pour ne plus alimenter ces gros-là. Et à les alimenter également en leur donnant du coup des moyens financiers, puisque comme tout le monde utilise Google, il faut savoir que Google, par exemple, travaille abondamment sur le transhumanisme, sur des projets pour C'était quoi leur projet pour trouver comment ne plus mourir, trouver des Ils veulent tuer la vaccins mort. anti-mort. Voilà, C'est ça. c'est- Ce c'est- sera pas pour tout le monde, hein, je pense. Ce sera d'abord les ultra riches Ah, que Ouais. qui pour les vivront aristotes. 250 Nous, ans. on va financer tout ça. Ouais, voilà. Ça. Et il y aura Ah, deux ouais. humanités. Non, mais t'as Et raison. on nous dit, on peut rien faire. Bah si, arrêtez. Ouais. Ouais, c'est gratuit, mais bordel. Il y a peut-être un copain qui a un serveur qui peut héberger ou payer 2 € pour un truc. Il faut que j'arrête mon adresse Gmail. Ça y est. Ah J'ai ouais, réfléchi. mais Gmail, je comprends même pas que t'as encore. Autant Proton, tu vois. C'est, voilà, quoi, mais- malheureusement, c'est tellement pratique parce qu'ils ont tellement Ah non, mais- Mais tu réfléchi. sais que même la police, ils ont un accès direct à Gmail et ils peuvent consulter tous Ah les non, je mails préfère. de tous les Français. Comme ça, au moins, ils me laissent tranquille, ils viendront pas me faire une perquise. Ils ont déjà perquisitionné mon mail, tu vois. Et puis les gens importants que je dois avoir, sensibles, on fait un petit rendez-vous au café ou au Ouais, bar. voilà, qui c'est- veut. Moi, j'ai toujours une adresse Gmail, mais je m'en sers que pour les inscriptions sur mais les je sites, comprends, là, c'est- pour recevoir tous les spams et tout, j'ai Gmail. Voilà, Non, mais je leur donne c'est ça. schizophrène, mais en même temps, c'est une réalité. C'est Ouais. vrai, moi, en tant que journaliste ou entrepreneur, les GAFAM, en tout cas pour certains d'entre eux, ont tellement de moyens pour rendre Oui. leur utilisation très ergonomique et te faciliter mais la vie c'est pour te comme faire c'est gagner venu, quelques oui. minutes par-ci, quelques secondes par-là, Oui. et à la fin de ta semaine, ça commence à faire beaucoup, qu'effectivement passer par, parce qu'il y a des solutions, il y a Framasoft, toute la suite Framasoft, je voulais en parler, Framapad, etc., pour Exactement. sortir de... Ça te Même fait Même gagner. les colibris, ils ont fait des outils alternatifs qu'on peut utiliser, les mêmes choses, mais en alternative. Sur le site des colibris, il y a toute une liste comme ça de... OpenOffice pour Ouais. Ça te sortir fait... de Word, c'est vrai. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça te fait gagner du temps dans le Il y en a présent, plein. mais ça te fait perdre du temps. À Ça la fait fin- perdre du temps à tes enfants In et à fine, tes ouais. C'est petits-enfants vrai. pour eux, leur combat. Non, mais c'est prochain bien, pour bien avoir sûr. une hein. société cohérente. Quoi. 2025, on va sortir de tout ça. Ouais, Ça, là, il y a c'est du cool. boulot. hein. Là, on Il y y a est. de quoi faire. Parce qu'on a les Google Drive, Il y a les de quoi Gmail, faire. mais en tout cas, je pense que... Puis, il y a Mais tellement attends, de questions juste, là-dessus. effectivement, déjà, Ouais. Doctolib, parce que Holytime, bon, tu l'avais reçu, Joanne Fraca, Ouais, pour ceux on qui avait l'ont fait, vu, ouais. avec Mathieu de Crowdbunker. Ouais. Autre Une solution. alternative à Doctolib, Holytime. Je le rappelle, ceux qui n'ont peut-être pas vu l'interview, allez la voir. En tout cas, pouvoir squeezer le monopole de Doctolib sur la santé et la santé alternative, qui est complètement banni ou en passe de l'être totalement sur Doctolib. Sur Holytime, vous avez créé un espace de liberté en termes de santé. Bah, au-delà de squeezer Doctolib, on va au-delà, on va un peu plus loin, on va même beaucoup plus loin que toutes les plateformes qui existent autour de la santé. Notre objectif sur Holytime, c'est d'amener les gens vers l'autonomie et pas juste d'être des consommateurs de... Voilà. L'idée, c'est de... je vous ai entendu parler d'autonomie depuis tout à l'heure, d'autonomie collective, d'autonomie individuelle. Je pense que dans la santé, c'est très important d'aller sur l'autonomie individuelle, comme tu disais Céline, d'être son propre docteur, ou je sais plus si c'est toi qui disais ça, Voynich. Donc nous on propose une plateforme qui permet de rentrer en lien avec des professionnels, des thérapeutes dans la santé naturelle et dans le bien-être, et très bientôt des contenus qui vont permettre à chacun de pouvoir s'informer, apprendre à devenir autonome dans sa santé. C'est quand même la base de la vie, la santé. Je pense que s'il y a bien un truc sur lequel il faut être autonome, c'est sa santé. Donc, voilà. Faut Nous, on a rappeler créé la que plateforme pour ça. Holytime arrive au moment où justement Doctolib dit qu'il va exclure des dizaines, des milliers oui, même des de, dizaines de milliers. de naturopathes et de médecins non conventionnés. Ouais. Comment est-ce qu'il dit ça? Oui, c'est ça. Bah, oui, ça, Et tous Holytime ceux qui- dit dans ce cas, nous on va créer une plateforme pour qu'ils puissent venir. C'est comme ça parce que le qu'on a besoin de ces gens. projet est parti. Moi, ça faisait longtemps que je pensais Ouais. à créer une plateforme pour ces métiers-là, pour
pour protéger un petit peu ces métiers-là, parce qu'on fait aussi de l'accompagnement juridique, on va certainement, un jour, je ne sais pas encore quand, c'est un gros travail, mais créer une mutuelle pour permettre un petit peu, parce que c'est bien beau, la santé naturelle, le problème c'est que la plupart des gens, ils galèrent, ils n'ont pas d'argent, ils croient que le médecin c'est gratuit, mais bon, la sécu, on la paye. Tout, oui. Voilà. Mais c'est vrai que pour les naturopathes, les homéopathes, non. Pas remboursé et parfois on peut se priver, même un ostéopathe. Mais je pense qu'il y a aussi toute une rééducation à faire et ça va aussi dans l'autonomisation au niveau de la santé. C'est comment on fixe ses priorités. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont prêts à payer des crédits pour acheter des télés ou pour payer des abonnements Netflix ou autres et qui ne peuvent pas payer 50 € pour aller voir un naturopathe. C'est une histoire de priorité aussi, donc il y a une rééducation à faire aussi. Netflix, par exemple, si tu payes 10 € par mois, il faut que les gens comprennent qu'à l'année, ça leur fait 120 €. Ils peuvent voir les 2-3 fois un naturopathe et être en meilleure santé à la fin de l'année. Et encore plus parce qu'ils ne seront pas abrutis le cerveau avec des... voilà, mais bon. Parce que la santé, ça passe par plein de domaines. Ça fait à la fois la résilience alimentaire, comment la santé c'est le mental aussi, donc comment ne pas se laisser bouffer par tout ce qui est numérique, partout en fait. Au final, la santé, ça regroupe tous les domaines, si on regarde bien. Et donc là, ma question là-dessus, on est au milieu de l'entretien là, donc on a encore le tout début. On est au début là. Mais je croyais qu'on était là jusqu'à demain. Moi. Ça c'est l'intro. Ah oui. On finira vendredi. Nexus refait l'actu. Mais il y a tellement de choses à aborder, on en reparlera dans le futur. Mais est-ce que les crèches, par exemple, là ici, on parlait de santé. Là, il y a les 11 vaccins, peut-être 15 vaccins. On en a parlé dans un live dernier, 15 vaccins a priori pour les 0 obligatoires pour les 0 à 13 ans. À partir de janvier 2025. Voilà, donc pour aller à la crèche, pour aller à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait faire des crèches comme ça, des crèches autonomes, pas autonomes, mais comment dire d'ailleurs alternatives, populaires du peuple, alternatives. C'est déjà le cas pour les écoles, même si les écoles alternatives sont censées vérifier les vaccinations. Il y a des moyens avec l'IEF, avec les micro-écoles. Tu peux pas y échapper dans tous les cas, tu as l'obligation. Avec les micro-écoles et les IEF, on peut. C'est quoi une micro-école ? Les micro-écoles, c'est une espèce... Alors, on sait que l'instruction en famille a été beaucoup... on nous empêche beaucoup de le faire maintenant. Il y a beaucoup plus de contraintes. Depuis 2022, avant, c'était soumis à... Enfin, il suffit juste de déposer son dossier, c'était fait. Maintenant, c'est soumis à autorisation, c'est beaucoup plus compliqué. Ça dépend, ça dépend des préfectures. Il y a des préfectures qui laissent passer quasiment tous les dossiers et il y a des préfectures... Il y en a des plus sympas que d'autres. Mais il y a des préfectures comme celle de Toulouse qui avait refusé, je crois, en 2022 ou 2023, 90% des dossiers. Il y a beaucoup de dossiers refusés. Et donc, il y a des moyens, et ça, on avait fait un dossier, alors je crois que de mémoire, c'était septembre 2023, l'édition de Farandole, septembre 2023, un dossier sur l'instruction, et on avait mis tout un dossier sur les micro-écoles. Les micro-écoles, c'est comment faire, c'est une sorte d'instruction en famille, mais un peu coopérative, c'est-à-dire qu'on est 4-5 enfants dans une école. On ne peut pas avoir plus de 7 individus au total, enseignants compris, au sein de la micro-école, en fait. Donc, on peut avoir 4 ou 5 enfants, et un enseignant et un directeur. Donc voilà, il faut que le directeur ait minimum, je crois, 5 ans d'éducation nationale derrière lui, et l'enseignant, il faut qu'il ait un minimum de, je sais plus, bac plus 2 pour être... Il y a des contraintes. Oui, il y a quand même des... Mais bon, c'est des contraintes. On est combien d'enseignants quand on aura le bol de leur métier et qui rêvent de se mettre là-dedans ? Vous avez peut-être trouvé beaucoup de candidats. Ouais, alors il y a des avantages et des inconvénients aux micro-écoles. Les avantages, je dirais, entre guillemets majeurs, c'est qu'il faut quand même rémunérer l'enseignant qui accepte de faire ça, mais on est 4 ou 5 par an, donc c'est quand même déjà pas mal. On peut payer à chacun. Et puis bon, il faut savoir que quand on fait l'instruction en famille, et c'est valable aussi pour les micro-écoles, le temps de scolarisation est beaucoup moins élevé que le temps de scolarisation à l'école normale, parce qu'il y a moins d'enfants. C'est sûr qu'une classe de 35 contre une classe de 5... Ça peut n'être que des demi-journées. Donc, qui dit demi-journée, dit que ça peut représenter pour un enseignant un poste à temps partiel de, je sais pas, 18-20 heures que les parents vont payer, et du coup, le coût restera beaucoup moins élevé que dans une école alternative. En fait. Ouais. Exactement. Et en plus de ça, les enfants voient d'autres enfants. Les seules contraintes aussi qu'il peut y avoir, c'est les contraintes au niveau de la maison. C'est les mêmes contraintes que pour une assistante maternelle. Oui. Il faut des consignes de sécurité, quoi. Voilà. Mais faut des barrières, faut des... Voilà, faire attention, s'il y a des animaux, les mettre à côté, etc. Donc ça, c'est les consignes habituelles. Je dirais que on est capable de le faire pour les assistants maternels, on peut le faire pour les micro-écoles. Mais c'est une manière à côté. Et ça, il n'y a pas de vérification normalement des trucs sanitaires. Il faudrait qu'il y ait... Donc dans ton numéro de septembre 2023, il y a un dossier entier sur les instructions. Donc, c'était comment s'en sortir quand on est parent. Alors, on a donné les différents types d'instructions. Donc, on a commencé par l'IEF avec avantages, inconvénients
contraintes à chaque fois. Donc les micro-écoles, les écoles alternatives, donc tout ce qu'on connaît qui sont hors contrat. Donc celles-ci, elles ont l'inconvénient majeur qui n'est pas lié à elles, mais elles n'ont aucune subvention, donc elles doivent être financées par les parents. Donc le coût, voilà, c'est le coût qui est le plus compliqué à gérer pour les parents, parce que c'est pas moins de 300 € par mois par enfant en général, hein, faut pas se leurrer. Donc, mais c'est des écoles qui sont très intéressantes parce qu'elles offrent une instruction basée sur l'enfant, centrée sur l'enfant, et non pas à rentrer dans des cases. Et la dernière chose, c'est l'école publique. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le choix, qu'on est obligé de les mettre à l'école publique? Parce que la majorité des parents, c'est ça, on n'a pas le choix financièrement que de les mettre à l'école publique. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va être foutu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des moyens de passer, de faire en sorte que la scolarité se passe bien. Et ça passe avant tout par la communication, par l'investissement des parents dans les associations de parents d'élèves, etc., etc. Donc on avait donné pas mal de conseils. On avait monté ce dossier avec Joëlle, que tu connais, hein, qui elle, travaille énormément avec les enfants et avec les parents aussi. Et donc elle nous avait donné beaucoup de conseils qu'on avait donné à l'application pour les parents. Et ce dossier-là, il est aussi disponible sur notre page l'archipel du site internet. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque dossier, on les scinde, on les laisse pas que dans le journal, on les scinde et on les rend disponibles en version PDF pour ceux qui veulent les consulter. On mettra tous les liens, lesenfantsphare.fr, l'archipel. Voilà, l'archipel, c'est dans lesenfantsphare.fr. C'est une des pages, c'est un des onglets de... On mettra tout ça aussi pour Voynich, pour éventuellement ceux qui veulent le contacter. Sur Holytime aussi, holytime.org. Pour ceux qui nous regardent là sur Crowdbunker ou Odyssey, ou sur Twitter aussi, il faudra aller sur YouTube parce que ces liens vont sûrement s'afficher que sur YouTube. Donc voilà, comme ça dans la description. Ok. À voir. On peut le mettre sur le. Il faut y aller manuellement, mais en général, on le fait pas. On va dire à Miloud. Normalement, on va rajouter du travail. Sur Crowdbunker, si c'est synchronisé, ça remonte. Normalement, ça fait les deux. Okay. Mais il y en a un comme Odyssey, ça le fait pas. Odyssey, je sais pas. En tout cas, si on se fait censurer sur YouTube, on sera sur Crowdbunker. Toujours. Et sur Odyssey, etc. Crowdbunker, qui est fait par Mathieu en français, avec qui vous faites tous les deux Holytime. Ouais. Retrouvez l'interview. Voilà, la boucle est bouclée, tout le monde. La boucle est bouclée. C'était il y a quelques semaines, à peu près. Oui, pour Holytime, ça s'écrit HOLITI. Voilà, et vous pouvez taper Holytime Nexus sur YouTube. Vous retrouvez sur. Et puis le farandole, voilà. L'un des derniers numéros sur la santé, et puis celui-là nickel. Sur la souveraineté. N'hésitez pas à aller voir en version numérique. Donc tu vas me payer en June maintenant. Et on va tout payer en June. Voilà. Non, je vais plus avoir, moi, à cause de vous, j'aurai plus de salaire en euros. On va s'émanciper totalement de la matrice. Mais en tout cas, très content de pouvoir bientôt faire des chroniques sur un thème précis. Bon, là, on a dit tout en vrac, mais on va aborder chaque point. Et j'espère que dans Nexus, dans le magazine, on va pouvoir faire une rubrique bientôt pour remettre tous les 2 mois un lien vers une solution et plusieurs... ce serait bien dans le magazine. Et normalement, donc, les chroniques devraient être à partir de la diffusion. Donc on sait pas, là, on a tourné, là on est quelques jours après Noël. Les chroniques devraient arriver une fois par semaine en 2025, sur ces invités. Abonnez-vous, on verra. Voilà, on verra. Nouvelle résolution. Possible. Mais en tout cas, n'hésitez pas, pour pouvoir avoir des contenus comme celui-là en accès libre, à nous soutenir et nous retrouver en kiosque. Nexus, c'est un magazine sans pub et sans subvention. Il y a un Tipeee aussi pour ceux qui sont déjà abonnés partout mais qui veulent encore nous soutenir. Voilà, ça peut toujours et peut-être bientôt on pourra accueillir aussi les dons en June. Ce serait pourquoi pas. Je suis sûr qu'il y aura des junistes qui seraient ravis de... On peut une entreprise, un média, avoir un... allez, on va se faire certifier. Quand c'est un média, il n'est pas certifié. Certifié, c'est un individu. C'est un individu, oui. Il faut une personne physique. C'est ça. Non, mais on va mettre un petit label aussi. Mais tu peux avoir un compte pour Nexus, un portefeuille, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, pour commencer un petit peu. C'est ce que j'ai fait avec les enfants phares. Les enfants phares, nous avons un compte qui est retrouvable. N'importe qui tape les enfants phares, ils peuvent trouver. D'ailleurs, sur Holytime, bientôt, on va proposer aux praticiens à payer en June, que les patients puissent payer leur consultation en June et de mettre en avant en fait sur Holytime ceux qui acceptent ou non la June. Ah oui. Voilà. Ça c'est la boucle est bouclée. Franchement, bravo à tous parce que tout la June ou autre d'ailleurs, Monero, la crypto, Monero, enfin voilà, ils pourront sélectionner en fait tous les modes de paiement. Et on est en train de voir aussi pour qu'ils puissent payer leur abonnement Holytime aussi, avec d'autres modes de paiement que des euros. Voilà. On s'y met tous. L'écosystème, il est là. Ça peut le faire. Et quand on s'y met, souvent, on rencontre des gens qui s'y mettent aussi. Et ça donne une énergie de dingue. Exactement. Et en tout cas, merci de nous avoir partagé cette énergie et ces informations très, très précieuses. J'espère qu'on pourra vous retrouver très bientôt.
Avec plaisir. Bah ouais. Merci de nous avoir reçus. Merci pour C'est l'invitation. un plaisir. Et puis, bah, nous, on vous dit à très bientôt. En tout cas, Romain, Carrément. vendredi, pour Nexus Refait l'actu. Ah bah ça c'est clair, comme toujours. Allez, bonne Merci fin d'année à beaucoup. tous. Merci, Ouais, bonne fin bientôt. d'année. Ciao. Ciao.